Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo qui est une discussion avec le directeur d'un think tank libéral français, j'ai nommé Christophe Selzer, directeur de Génération Libre. Aujourd'hui, on va parler à la fois de son think tank, de son parcours un petit peu, comment il est arrivé à la direction, mais aussi de quels sont les combats principaux menés par ce dernier et quelle est la place générale d'un think tank libéral dans le paysage aujourd'hui. Et enfin, on va quand même pas mal s'attarder sur les problèmes de l'hyper-présidentialisation de la République française. J'espère que ça vous plaira, et moi je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous accueillir pour une discussion que je vais avoir avec Christophe Selzer, qui est directeur du think tank Génération Libre, fondé en 2013 par Gaspard Koenig. Et on va parler de ce think tank, de pourquoi il a été créé, qu'est-ce que sont ses combats. Mais avant, on va peut-être commencer par une petite présentation. Comment on arrive à être directeur d'un think tank libéral, comment t'en es arrivé jusque-là. Et encore merci d'avoir accepté de venir discuter avec moi. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Je suis ravi de m'entretenir avec toi aujourd'hui. Euh, comment est-ce qu'on devient directeur de Génération Libre? Je pense que c'est une suite d'événements pas tellement prévus. D'une certaine façon, c'est une forme d'ascension sociale qui marche encore, mais dans une toute petite structure, parce que j'avais rejoint Génération Libre en 2017, je crois, quelque chose comme ça, 2016-2017 au début pour m'occuper des réseaux sociaux, un peu de la com, des événements. Et puis après, je suis devenu salarié, donc sur la communication, sur les relations publiques. Je suis passé directeur, puis directeur de la structure tout court. Il y a de ça un peu plus de 2 ans, 2 ans et demi. Mais en revanche, il y a bien une logique, c'est-à-dire que quand j'ai rejoint Génération Libre, c'était parce que je cherchais une structure qui défendait des idées qui m'étaient chères et je trouvais pas de parti politique qui correspondait à ces idées-là. J'avais pas voulu passer les concours non plus pour entrer dans la fonction publique. Et parmi les think tanks, il y avait à peu près que Génération Libre qui défendait un libéralisme à 360 degrés. Donc pour aller vite, et même si c'est un peu schématique, autant la liberté sur les questions de société que la liberté sur les questions économiques et aussi un cadre institutionnel, celui de la démocratie libérale. Donc du coup, il y avait bien une logique puisque c'était la seule structure publique qui marchait déjà très bien, qui avait été fondée par Gaspard depuis 4-5 ans déjà. Donc c'était la seule structure que, assez logiquement, un peu professionnelle, que je pouvais rejoindre euh, pour me pour continuer à me battre pour des idées que je portais déjà, puisque depuis 2012-2013, donc en fait à le moment de la création de Génération Libre, moi, en suivant un peu par hasard un ami, je me suis occupé d'un mouvement qui s'appelle Students for Liberty, donc de la branche en France, qui pareil est dans une logique un peu plus grande tente, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui diffuse toutes les écoles de pensée libérale, là où Génération Libre est probablement un peu plus cornerisé, enfin dans une approche libérale spécifique. Mais en revanche, Students for Liberty comme Génération Libre avait une approche à 360 degrés. Et chez Students for Liberty, à l'époque, on se battait autant pour légaliser le cannabis que défendre la retraite par capitalisation. Donc voilà, il y a quand même une logique de ce point de vue-là. Et après, de façon plus générale, j'ai un parcours, j'ai fait un bac littéraire, Hippocagne CanBL, une licence en sciences politiques, un master en affaires publiques. J'avais fait des stages en parti politique, en administration centrale, au ministère de l'Intérieur, à la direction du budget. Et je suis intéressé par la politique depuis, je vais dire depuis tout petit, quoi, dès mes 9, 10, 11 ans. D'ailleurs, ça correspond aux attaques du 11 septembre. Je me rappelle commencer à lire Le Point, l'Express toutes les semaines. Et voilà, et j'ai même des souvenirs encore plus anciens de radiophonique même, parce que j'avais pas la télé quand j'étais tout petit, mais quand j'avais 4-5 ans, milieu des années 90, je me rappelle du siège de Sarajevo, de femmes qui fuyaient dans la boue, je me demandais pourquoi. Donc ça remonte vraiment à très loin, cet intérêt pour la politique en général, pour comment les gens vivent ensemble, ce qui est une forme de définition de la politique. Donc voilà, ce que j'ai poursuivi dans mes études, de manière associative au cours de mes études et encore après, et en restant dans de l'associatif, mais en devenant
en finissant par être salarié d'une Ouais. association qui est un think tank, donc en l'occurrence Génération Libre. Et t'as toujours été libéral? Enfin, ou disons, où ça a un peu évolué depuis que bah, du coup t'as commencé à t'intéresser un peu profondément à la politique. Intellectuellement, je suis passé par beaucoup de phases. Alors, j'ai jamais eu de carte nulle part, dans Hmm. aucun parti politique. J'ai jamais véritablement milité de ce point de vue-là. Je crois que j'ai fait une seule fois comment dire, un marché. Ouais. Euh, j'ai oublié le nom. Tractation ou... Voilà, Ouais. du tractage Hmm. politique pour aider une petite candidate du Parti libéral-démocrate. Alors, je sais plus si c'était en 2012, en 2017. Ça existait peut-être déjà plus, mais je me rappelle avoir fait quelques heures. Et d'ailleurs, j'ai bien apprécié. C'était vers Belleville de mémoire. Ok. Voilà, mais c'était pour l'aider. Mais sinon, j'ai jamais eu d'engagement politique à proprement parler. Et en revanche, intellectuellement, j'ai eu beaucoup de phases très, très différentes. Euh, j'ai quand même souvenir que à la fin du lycée et au début de la prépa, moi j'avais déjà lu du Tocqueville, du Constant, et enfin ça me semblait un écosystème assez naturel Hmm. euh, pour moi. Après, je m'intéressais beaucoup aux contre-révolutionnaires, beaucoup au souverainisme, au gaullisme social. Je me sentais davantage de droite, on va dire, pour Ouais. aller vite. Après vient un ami, Philippe Laurence, qui m'a fait lire du Ayn Rand, donc qui est une auteure très connue américaine, égérie, enfin elle ne voulait pas être une égérie, mais égérie des libertariens américains au milieu du XXe siècle. Je partage pas du tout d'ailleurs sa philosophie, l'objectivisme, que je trouve assez pauvre intellectuellement et qui me correspond pas tellement. Moi j'adore Blaise Pascal, pour moi la vie est faite de contradictions, donc je me sens pas randien, mais en Ouais. revanche les personnages de ces fictions m'ont beaucoup inspiré, notamment le renversement de valeurs entre l'égoïsme et l'altruisme et la distinction de la norme morale avec la norme juridique. Ouais. Une forme de distinction entre droit et morale. Ce que j'ai bien aimé chez Lysander Spooner aussi, sur Les vices ne sont pas des crimes, qui justifiait la légalisation des drogues. C'est un anarchiste américain fin 19e. Bon, après, j'ai beaucoup lu, du coup, tous les classiques, libéraux classiques, un peu autrichiens, donc évidemment Hayek, Rothbard, etc. Et puis, plus tard, donc il y a 5 6 ans, je me suis aussi intéressé, ce que je connaissais moins, à la pensée anarchiste de gauche, avec d'autres libéraux de ma génération. Je pense à Sacha Benamour, Raphaël Amselem, Fabian Aziari. On allait en immersion sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Bon, et du coup, je parle de tout ça aussi pour dire que le fil conducteur, à chaque fois, c'était chez moi, d'une certaine façon, une forme de contestation de l'État, que ce soit, j'allais dire, au nom du royalisme, au nom des Hmm. libertariens, au nom d'un anarchisme de gauche ou comme de droite. Moi, je lisais aussi beaucoup les Hussards, Roger Nimier, Ok. à la fin de mon lycée, tu vois, Hmm. une forme de contestation de l'État pour des raisons diverses. Euh, et c'est vrai que depuis 3 4 ans, je me découvre démocrate, ce qui est quelque chose d'un peu plus nouveau. Alors, je sais pas si c'est parce que je grandis ou parce que je me rends bien compte que de toute façon, pour faire société, on est bien obligé de prendre en compte tous les points de vue et de les faire coexister. Enfin, Hmm. intellectuellement, j'en ai toujours été convaincu au nom de la liberté d'expression, mais y compris maintenant au sens des institutions, c'est-à-dire comment faire coexister dans un espace politique des injonctions contradictoires, des vues très différentes. Et de ce point de vue-là, bon, évidemment, je suis pas le premier à arriver à cette conclusion, mais la démocratie m'apparaît bien comme étant le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Et donc de me découvrir très, très démocrate, et je crois qu'on en parlera un peu plus tard, mais du coup de contester en France notre régime politique, la Ve République notamment telle qu'elle est devenue, et qui est finalement enfin, qui est un des régimes les moins libéraux parmi les démocraties libérales. Ok. Ok. Ah, c'est marrant parce que moi aussi j'ai un petit peu cette conclusion quand je me présente aux gens. Je dis je suis un libéral mais j'ai le défaut que je suis démocrate. J'ai le défaut d'être démocrate. Donc ouais, ok. Je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est quand même le système qui laisse coexister en tout cas des contradictions et qui joue même un peu dessus en fait. Et ça pour le coup c'est à la fois sa force et ses problèmes d'ailleurs. Absolument. Mais du coup, ok, donc du coup, tout ça, finalement, ça t'a mené à Génération Libre. Et du coup, toi, par rapport à Génération Libre,
et surtout, enfin, le think tank en général, en fait, quels sont ses objectifs en tant que think tank? Et puis, tu vois, c'est quoi la spécificité? Et et pourquoi, en fait, Gaspard Koenig a ressenti le besoin de fonder un think tank libéral? Parce que, à écouter, en tout cas, nos amis journalistes et influenceurs politiques un peu partout, le libéralisme est hégémonique et complètement gagnant sur toute la surface du monde occidental. Donc, du coup, à quoi, finalement, ça servirait, si ça gagne déjà, d'avoir des think tanks sur ce genre de questions, tu vois? Alors, il y a beaucoup de questions en une seule. Mais c'est quoi les objectifs de GL, en fait? Qu'est-ce qui est la spécificité de Génération Libre? Commençons par là. Donc, la spécificité de Génération Libre, c'est d'être un think tank. Donc, un think tank, qu'est-ce que c'est? C'est un laboratoire d'idées. C'est pas tellement un club de réflexion parce que c'est pas quelque chose de fermé, c'est quelque chose d'ouvert et de connu et qui se donne pour mission que de diffuser des idées dans le débat public et de rencontrer des décideurs politiques et qui ne s'en cachent pas. Donc, c'est une forme de lobbying pour des idées, mais c'est pas un lobbying pour des intérêts privés spécifiques, ce qui d'ailleurs n'est pas un problème, hein, à mon sens. Mais nous, on le fait parce qu'on croit en des idées et on est financé par des donateurs qui partagent ces idées-là. Et les décideurs politiques qu'on rencontre, ben, en fait, on publicise ces rencontres-là. Ouais. Donc voilà. Et du coup, je vais répondre en même temps Et c'est une structure associative, au final? C'est une association de loi 1901, donc à but non lucratif. On ne vend rien. Donc, en fait, on vit de l'argent de donateurs privés. On refuse l'argent public. Jusqu'à présent, on refusera toujours de la commande d'entreprise, mais en plus de ça, on a même toujours refusé des dons de grosses entreprises du CAC 40. Ce qui fait que on est un peu différent des 4 gros think tanks bien installés en France, que sont, pour aller vite, la Fondapol, l'Institut Montaigne, plutôt centre droit, qui est né très directement de l'UMP, ou la Fondation Jean Jaurès et Terra Nova, très liée au Parti socialiste. Et pourquoi? Alors, donc voilà, on est bien un think tank comme ces 4 autres think tanks, c'est-à-dire qu'on produit des rapports, des notes, on les pousse dans le débat public, on est multi-sujets comme eux. Mais en revanche, voilà, on est adossé à aucun parti politique, et ça explique d'ailleurs pourquoi Gaspard Koenig avait créé un think tank. C'était quelques mois, 1 an après avoir lui-même tenté de se présenter, enfin s'était présenté sur une législative français circonscription de l'étranger à Londres. Il avait fait un score, je sais plus, mais assez faible. Et il s'était dit, bon, bah, comme on n'a pas de parti politique en France, que finalement il y a quand même peu de libéraux dans le monde académique, qu'il y a peu de libéraux même dans les leaders d'opinion, on va dire, il y a un besoin que de créer une structure métapolitique qui puisse tenter de distordre les termes du débat public. C'est ça la vocation d'un think tank. Ce type de structure est beaucoup plus développé au Royaume-Uni ou aux États-Unis de longue date. Ont probablement expliqué l'émergence de figures politiques comme Reagan aux États-Unis ou Thatcher au Royaume-Uni. Mais dans des traditions un peu différentes de celles de la France, puisque la production d'idées politiques ou de politiques publiques n'est pas l'apanage ou d'une haute administration ou seulement du monde académique dans ces pays-là. Alors qu'en France, bon, c'est globalement quand même le cas, ou des partis politiques eux-mêmes ou de clubs de réflexion un peu, comment dire, à l'intérieur même des élites. C'est de toute façon un format très original en France, même pour les 4 plus gros think tanks, hein, qui ont tous 20, 30 ans, pas davantage. Nous, seulement une dizaine d'années. Et voilà, et contrairement à ces gros think tanks français, on n'est pas lié à un parti politique historiquement, on n'est pas lié à une ligne éditoriale médiatique non plus. Et en plus de ça, on refuse et l'argent public direct, les subventions, et l'argent de grosses entreprises, en tout cas de commandes d'entreprises. Ok, parce que ça serait dans quel cadre quand tu parles de commande, en fait, qu'est-ce que ça veut dire Parce que en fait, il y a un certain nombre d'entreprises qui peuvent être intéressées par la production d'études pour aller dans leur sens ou qui commanditent, de façon tout à fait légale d'ailleurs. C'est juste que nous, on ne veut pas dépendre ni de l'argent public parce que ce serait la poussière de centimes de l'ensemble des Français. Et comme je dis souvent, j'ai pas forcément envie d'être financé par
même la poussière de centimes de Français qui sont pas d'accord avec mes idées, Ouais, mais on n'a pas non plus envie de dépendre d'agendas, d'intérêts privés spécifiques. ouais, Nous, on se bat, pardon, et on pousse un corpus d'idées, j'allais dire de façon un peu idéaliste, mais quand même très réaliste, puisqu'une des caractéristiques de Génération Libre, ça a toujours été de faire se réunir le ciel des idées, j'allais dire, donc des compréhensions très solides d'un point de vue académique, en droit, en économie, en sciences politiques, et en même temps de les traduire autant que faire se peut en propositions de politiques publiques concrètes, c'est-à-dire de presque de projets de loi ou de propositions de loi clés en main dont un décideur politique pourrait se saisir. Donc, quand même quelque chose de très réaliste, de faisable. La plupart des choses qu'on propose en matière économique sont au moins à finances publiques constantes, donc qui ne créent pas de charges supplémentaires. Et après, j'allais dire, en matière de questions de société ou même en matière institutionnelle, on propose pas non plus des choses incroyables, hein. Avoir un régime plus parlementaire, en réalité, c'est la norme des démocraties libérales, fût-elle plus présidentielle, comme aux États-Unis. J'en sais rien, légaliser le cannabis, la GPA, sur la fin de vie, en réalité, on est entouré de pays qui viennent même aujourd'hui ou qui l'ont déjà légalisé depuis un moment. En fait, la plupart des propositions qu'on développe et qu'on pousse dans le débat public ne sont pas tant que ça originales, mais pour la France, elles le sont. ouais, d'accord. Et le besoin qu'a eu du coup Gaspard de fonder GL, il vient un peu parce que du coup, donc il n'y avait pas de structure politique qui était adapté finalement à l'idée libérale, ou en tout cas que lui se faisait du libéralisme. Mais peut-être qu'en France, il n'y a pas grand monde qui aussi se dit libéral, il n'y a pas trop de partis politiques qui se le disent. Alors, bah, Enfin, je sais il y pas ce que avait à t'en penses l'époque, toi, mais à ce moment-là, en 2012-2013, il restait le Parti libéral-démocrate, ouais, qui était l'énième version de ce qui s'était appelé quelque temps avant Alternative libérale. Donc, il y avait ouais, eu Édouard Philias, il y avait eu le mouvement Liberté Chérie dans les années 2004, c'est-à-dire des libéraux qui étaient descendus dans la rue contre les manifestations de la CGT pour défendre les réformes retraites. Alors de l'époque gouvernement Raffarin, j'imagine Fillon. waouh. Et tout ça était un peu ce qui paraît dans la continuité de ce qui s'était appelé démocratie libérale Mhm. et qui était le parti d'Alain Madelin qui Ouais, a fait 4% en 2002. Donc il y a cette généalogie-là. En 2012, il reste le Parti libéral-démocrate, mais qui est tout petit, extrêmement faible. Et encore une fois, à part ce petit parti-là, oui, non, il n'y a pas de parti politique à proprement libéral à ce moment-là, et toujours pas aujourd'hui d'ailleurs, à 360 degrés, autant sur les questions économiques que sur les questions politiques. Donc, le sujet, j'imagine pour Gaspard à ce moment-là, mais qui est toujours un sujet pour les libéraux aujourd'hui, c'est le manque de cadres, c'est-à-dire de leaders qui peuvent porter ce type d'idées-là dans le débat public et susciter une demande, j'allais dire, populaire. ah oui, parce que toi, tu penses qu'il faut la créer, en fait. Faudrait la créer, la demande. Elle est... Bah, l'enjeu, en tout cas, c'est de favoriser l'émergence de leaders dans Ouais. l'opinion publique Hmm. qui vont tenir des discours et qui, effectivement, vont susciter une forme de demande d'abord sur le marché des idées et ensuite de manière enfin, et ensuite au plan électoral. J'aime bien prendre l'exemple depuis, là, ça fait 2, 3 ans que je prends cet exemple-là, mais quelqu'un qui a réussi un vrai combat métapolitique, c'est-à-dire gramscien, au sens de Hmm. former des élites qui vont ensuite faire suivre la foule, j'allais dire. Ce sont les conservateurs ou la droite hors les murs en France depuis 20 ans. Et Éric Zemmour, c'est un excellent exemple de ça. C'est quelqu'un qui est là depuis plus de 10 ans, d'abord sur des radios, chaînes TV, de façon régulière, qui crée une communauté, qui impose le terme de grand remplacement progressivement, c'est pas lui qui l'a inventé, etc., mais qui l'impose dans le débat public. Et ensuite, quand il crée son parti politique, ben, quelque part, il convertit de façon définitive une modification du Hmm. paysage politique. C'est la fameuse fenêtre d'Overton, c'est-à-dire en disant des choses extrême ou inaudible, à force de le dire fortement, ben, on ouvre ce qui est respectable et progressivement, ça rentre dans quelque chose dans un axe, enfin, je sais pas comment dire, dans un espace respectable. Ouais. Aujourd'hui, même ceux qui contestent, euh, la notion de grand remplacement ou qui contestent les implications de ceux qui utilisent ce terme-là, bah, l'utilisent
pour dire qu'ils sont pas d'accord. Ouais. Et du coup, le terme s'est absolument imposé dans le débat public comme une évidence. Ouais. Donc aujourd'hui, d'autres vont parler de grand vieillissement, grand. Donc c'est d'un point de vue sémantique et idéologique, il y a eu une victoire incontestable. Et normalement, c'est ce que cherche à faire un think tank. Alors on n'y est pas, nous. Ouais. Je pense que modestement, et on n'était pas les seuls, on a contribué à l'installation du terme revenu universel, en tout cas plus fortement dans le débat public, dans les années 2015, 16, 17. Il y a eu Benoît Hamon C'est Benoît aussi. Hamon il a été influencé par Gaspard. Non, Ouais, alors on a eu pas mal, et même après, ouais. on a continué à avoir des échanges avec lui. Mm. Comment dire, le cadre intellectuel n'était pas exactement le même, le montant qu'il proposait n'était pas le même, et les modalités de collecte ou tout simplement de mise en œuvre de ce revenu universel n'étaient pas les mêmes. Mais en revanche, bon, bah, il a beaucoup contribué effectivement à l'installation dans les mentalités de ce terme. Mais nous aussi, y compris d'un point de vue médiatique, enfin, Génération Libre est notamment connue auprès d'un certain nombre de journalistes pour cette proposition de revenu universel qui, pour le coup, chez nous, est en plus d'être un peu différente de celle d'Hamon, est très, très solide et praticable. Mm. Mais voilà, l'enjeu d'un think tank, c'est justement d'imposer dans le débat public des termes qui vont faire que les autres structures, les partis politiques ou d'autres leaders d'opinion vont, comment dire, s'adapter à ce qu'on pousse, nous, dans le débat public. Ok. Donc là, je participe C'est la à. théorie du social change Ouais. à la Hayek, en fait. Ouais, ok. Ouais, je vois, en fait, faut faut faire diffuser la terminologie et du coup, les idées s'infuseront à partir de ça, quoi. Ok, je vois très bien. Donc là, du coup, tu nous as parlé de une des marottes de GL, donc le revenu universel. Peut-être, bon, je te laisse développer peut-être un peu plus. Mais aussi, quels sont les autres combats principaux qu'aimerait du coup mettre Génération Libre dans le débat public, les thèmes qui veulent aborder en priorité? Bah, comment dire, il y a plusieurs niveaux. Donc, on se bat, comme on dit, parce qu'il faut bien trouver un motto. On dit la liberté est un combat, on se bat pour les libertés, toutes les libertés. Mhm. Grossièrement, on sait à la fois vivre et laisser vivre, donc ça emporte tout ce qui est légalisation du cannabis, de la GPA, etc., faire rentrer le travail du sexe dans le droit commun, la notion de penser le progrès, d'où la question sur la patrimonialité des données personnelles, de l'adaptation du travail à l'ère du numérique, etc. Et puis un troisième volet peut-être un peu plus économique enfin voilà, de ne pas planifier l'économie et de privilégier, s'il le faut, des systèmes d'incitation, par exemple sur la tarification carbone. Mais donc globalement, on a trois gros combats principaux qui sont d'abord institutionnels, j'allais dire. Donc c'est une déprésidentialisation de la Ve République, donc avoir un régime, en tout cas plus parlementaire, et retrouver même des potentialités plus libérales et parlementaires de la Ve République. Donc ça Est-ce veut que dire qu'on tu peux soit un pas peu dirigé, qu'on développer soit pas, je le développerai plus tard, mais que ce Ok. soit pas dirigé par un seul homme, mais Hmm. on restaure le Parlement comme étant le lieu principal d'une démocratie dite représentative pour éviter un face-à-face entre un homme et le peuple, Ouais. euh, qui est quelque chose d'extrêmement populiste et dont on se méfie, puisque avec ça vient la tyrannie de la majorité de Tocqueville, etc. Donc l'idée qu'on ne soit pas gouverné par un seul, mais qu'il y ait une forme de co-construction qui émane des représentants directement élus, c'est-à-dire des députés, pour la faire vite. On est évidemment pro-décentralisation. Alors déjà, le premier aspect, comme tu vois, c'est compliqué en France, puisque tout le monde s'est persuadé, même aujourd'hui, être attaché à la figure d'un monarque républicain. Donc c'est Ouais. déjà compliqué comme combat. Alors que, encore une fois, les Français ne demandaient pas à élire leur président de la République au suffrage universel direct en 62, mais on y reviendra. Après, quelque chose de très décentralisé. Alors pareil, en France, c'est compliqué, même culturellement, les gens ont du mal avec ça, mais l'idée que alors, on défend un principe de subsidiarité ascendante, que, en fait, que les collectivités puissent s'auto-saisir elles-mêmes de compétences et que, en fait, les communes exercent tout. Si elles ont du mal, elles le délèguent à un échelon supérieur et si elles n'arrivent pas à le gérer, elles le délèguent à un échelon national. Et l'enjeu, ça serait que le pouvoir parte d'en bas et non pas d'en haut.
et que les collectivités, en phase de compétences qu'elles exercent, puissent lever directement un impôt, c'est-à-dire être responsables directement de ce qu'elles collectent, de pourquoi elles le collectent vis-à-vis des administrés, et qu'il n'y ait pas ce ping-pong permanent entre les collectivités et l'État en se reprochant de ne pas donner suffisamment de dotations, etc. Ouais, En fait, on n'a jamais réellement décentralisé. Et tout en déléguant de plus en plus de compétences à des collectivités, depuis les années 80, on a recentralisé entièrement la fiscalité. Dernier truc en date, c'est la taxe d'habitation qu'on a ouais. supprimée pour en partie de bonnes raisons sur les valeurs cadastrales et qui étaient plus du tout à jour. Mais du coup, on a retiré un des derniers leviers directs qui existaient aux collectivités. Il reste encore juste la taxe foncière. Ben, nous, on pense qu'il faut faire l'inverse pour aller vite. Et puis de la simplification normative fiscale, puisque en France, on a des codes interminables et qui se sont rallongés d'articles, de dizaines et de centaines d'articles d'année en année. Donc du coup, après, on développe des propositions de politique publique à partir de, j'allais dire, de cette notion de simplification. Le revenu universel est une forme de simplification à finances publiques constantes. On met ensemble un certain nombre d'aides, pas tout, mais RSA, prime à l'activité, etc. On verse ça de manière automatique, inconditionnelle, universelle, chaque début du mois aux Français. Et en fait, c'est un système d'impôt négatif. Donc simultanément, on transforme l'impôt sur le revenu aujourd'hui à 4 tranches en une flat tax à 25%. Et donc, chaque début du mois, pour chaque Français, le fisc fait une opération simple de 500 euros moins 25% de tes revenus du travail du mois précédent. Et tu enlèves tout le coût bureaucratique sur le remplissage des papiers, le contrôle de qui a droit au RSA, pas au RSA, est-ce que tu n'as pas de brosse à dents chez toi, etc. Tu t'enlèves aussi tout le coût bureaucratique de versement, etc. Tu fais ça de façon plus simple dans un cadre DGFiP à Bercy. Tu fais payer tout le monde effectivement un impôt au premier euro, mais simultanément, tu n'as aucune désincitation à travailler, puisque au moindre euro supplémentaire que tu gagneras toujours davantage. Donc, on peut imaginer aussi enlever un certain nombre de dispositifs, tu vois, tous les dégrèvements de fiscalité autour du SMIC, Ouais, etc. ouais, ouais. C'est que le moindre euro supplémentaire que tu gagnes, tu gagnes bien quelque chose. Et en même temps, et c'est un saut un peu intellectuel et anthropologique fort, on considère, ce qui n'est pas exactement libéral classique, que la collectivité doit à ses membres un minimum pour survivre. Donc les 500 euros correspondent à deux besoins de base essentiels que sont se nourrir et se vêtir, pour aller vite. Ok. Voilà. Mais la tarification carbone systématique, généralisée, c'est aussi une forme de simplification. C'est-à-dire, au lieu d'imaginer 36 000 dispositifs, l'enjeu, c'est juste de mettre le prix de l'émission carbone dans chaque bien et service, ce qui peut faire augmenter le prix d'un certain nombre de choses. Je pense à l'avion, je pense à la viande de bœuf aujourd'hui, parce que pour l'avion, le kérosène n'est pas, en réalité, quasiment pas taxé, la viande de bœuf non plus. C'est deux produits qui augmenteraient substantiellement. Mais l'argent récolté par l'État, que ce soit via des quotas d'émissions carbone, via de la taxation à la consommation, l'idée c'est que tout ça, on le reverse directement aux Français en divisant la masse chaque mois collectée par le nombre de Français, et que du coup les Français eux-mêmes soient amenés à arbitrer, à changer leur mode de consommation et donc par définition à inciter aussi les producteurs et les entreprises à développer d'autres produits. Ouais. Typiquement, si les gens prennent moins l'avion, par définition, ça fait que le train peut devenir plus rentable. Enfin, je suis un peu schématique, Oui, hein. oui, oui, carrément. Là, la viande de bœuf, si elle devient beaucoup plus chère, les gens en mangeront moins. Ça peut s'accompagner d'aller vers la fin de l'élevage intensif d'ailleurs. Ça peut permettre à des entreprises de développer de manière rentable de la viande de synthèse. Mais du coup, on conserve avec cette idée la notion d'ordre spontané un peu d'une certaine façon. C'est-à-dire que on ne sait pas, ni l'État ni aucun individu, c'est vraiment aujourd'hui ce que sera la meilleure technologie ou décarbonée ou qui sera en mesure de préserver les écosystèmes ou les sols. On a des connaissances aujourd'hui, mais les connaissances évoluent très vite. Donc, il faut surtout pas qu'il y ait une planification. C'est ça ce qu'on dit. En revanche, effectivement, la pollution en termes de carbone ou ce que tu peux causer comme mal à des écosystèmes,
t'as pas forcément intérêt à t'en préoccuper. Donc, il faut mettre un prix sur l'externalité négative pour obliger chacun d'entre nous à transformer, à changer nos modes de consommation. Mais l'enjeu, c'est pas que l'État détermine comment est-ce qu'on modifie exactement nos modes de consommation. Juste de rendre les choses plus chères, de mettre un prix à ce qui pollue ou à ce qui cause du tort à l'utilité publique présente ou à venir dans le cadre de l'environnement. Et du coup, on enlève, pareil, tout un système bureaucratique. C'est quelque chose de très, j'allais dire, un peu fiscal, froid. Chaque début du mois, l'État divise par le nombre de Français ce qu'il a récolté au titre de la tarification carbone, point barre. Ouais. Ok, en fait, c'est des approches quand même qu'on pourrait qualifier un petit peu de néolibérales. Est-ce que vous faites la différence assez importante entre libéralisme et néolibéralisme? Est-ce que vous Alors, préférez un terme à l'autre? comme je suis Pour pas un quelle raison? académique, je veux surtout pas rentrer dans ce débat-là. Je considère que c'est pas mon rôle. Pourquoi je dis ça? Parce que le Ouais. néolibéralisme, cette expression-là, y compris dans l'histoire des libéraux eux-mêmes, Hmm. a été utilisée par des libéraux pour dire des choses parfois très différentes. Ouais. Et en plus de ça, le terme aujourd'hui, comme tu le sais, est un épouvantail journalistique Ouais. ou médiatique. Donc, je n'ai pas tellement envie de rentrer dans ce débat-là. En revanche, plusieurs éléments quand même. Euh, on est globalement des libéraux classiques. Je vais un peu vite pour, je sais pas à quel point tes auditeurs, enfin, connaissent le libéralisme, mais en gros, voilà, c'est le libéralisme classique. L'État s'occupe du régalien, police, défense, justice, et a priori pas forcément du reste. Ouais. Nous, on va un peu plus loin. On se rapproche d'un mouvement qui s'appelle les Bleeding Heart Libertarians aux États-Unis, avec Ok. un peu une notion de liberté réelle, donc un peu plus marxiste d'une certaine façon, et qui donne des propositions comme le revenu universel, donc avec l'idée que la liberté, c'est pas seulement des droits formels, une liberté dite négative, mais c'est aussi, pourquoi pas, des politiques publiques ou des mécanismes d'incitation émancipateurs. Le projet de l'école laïque, publique, enfin républicaine, du début de la Troisième République, d'une certaine façon, a bien donné des outils, a bien permis à des générations de devenir plus libres et de s'émanciper. Le revenu universel, l'enjeu, c'est de dire que en réalité, si tu n'as pas un substrat, ne serait-ce que pour manger tous les jours, c'est compliqué de te préoccuper du reste. Donc, on va un peu au-delà de la simple compréhension du libéralisme classique. Mais en restant très attaché sur la régulation, sur des politiques publiques, très attaché à la notion d'économie de marché et à des solutions de marché, des solutions de prix, comme je décrivais pour le marché, enfin pour la tarification carbone. Et après, dans les grands débats intellectuels sur le libéralisme, qui sont d'ailleurs passionnants, c'est vrai qu'on n'est pas forcément toujours très utilitariste sur un certain nombre de sujets. On a beaucoup combattu les passes sanitaires et vaccinaux pendant le Ouais. Covid. Nous, ce qu'on disait, c'était que c'était au Parlement de se prononcer sur une obligation vaccinale, ce qu'il n'a en réalité jamais fait. Et en lieu et place a été retenu et voté par le même Parlement d'ailleurs, enfin, parfois avec du retard, mais quand même par lui, les systèmes de passes, avec cette notion de maximiser l'utilité collective, mais au détriment d'une forme de décision libre. Enfin, c'était une obligation Ouais, ouais. vaccinale lisée Hmm. qui nous plaisait pas exactement. Donc, Après, pour le coup, tu là, peux voir ça comme une incitation aussi, tu vois, finalement. Elle est un peu forcée, oui, mais c'est très effectivement, incitateur. tu peux aussi le voir comme une incitation, mais Ouais. pour nous, à ce moment-là, on va beaucoup trop loin dans un contrôle, en fait, Ouais. généralisé de la population Hmm. qui se rapproche du crédit social à la chinoise. Et j'allais dire, pour nous, c'est no way, quitte à ce qu'on assume une part de risque de ce point de vue-là, Ouais. inhérente, en fait, j'allais dire, à la vie humaine. Voilà. Donc, Hmm. on n'est pas forcément du côté des utilitaristes et à ce moment-là, dans le débat public, y compris chez les libéraux, on était très, très minoritaire. Ouais. Ok. C'est vrai qu'au final, je trouve il y a beaucoup quand même de libéraux qui ont tendance à faire, en tout cas, prendre l'utilitarisme comme un moyen d'arbitrage. Notamment quand, moi, je trouve, il me semble que c'est Marx qui a dit ça, mais les libéraux, c'est liberté, égalité, Bentham. Bah, oui, oui, non, mais, bah, du coup, nous, on est plutôt team John Stuart Mill Ouais, contre Bentham, si tu ouais, veux. ouais. Donc, ça, c'est... ok.
Ok, ok. Du coup, moi, j'ai une petite question un peu plus qui m'intéresse moi et je sais pas. J'essaye de. Bon, il faut que je fasse cette vidéo. Je l'ai pas encore faite. De traiter du sujet d'Henri Georges, notre sauveur, et la LVT, qui notamment pourrait servir de financement à l'UBI, enfin au revenu universel. Est-ce que vous en discutez un petit peu au sein de... Enfin, c'est pas dans vos combats principaux, mais est-ce qu'il y a des discussions, moi, autour à Génération Libre? Pas tant que ça, mais un petit peu quand même chez les économistes qui sont chez Génération Libre ou qui produisent des rapports ou du contenu pour nous. Et donc, je pense à Marc de Basquiat, François-Xavier Oliveau, à Claude Gamel, qui écrit notre troisième ouvrage au PUF, Esquisse d'un libéralisme soutenable. Ok. Explicitement, ils s'en réclament pas, mais d'une certaine façon, sur certaines de nos propositions de politique publique, on s'en rapproche. Ouais. Pour prendre l'exemple le plus récent, on pousse beaucoup auprès des décideurs en ce moment, enfin depuis un an et demi, mais sur le logement, l'idée d'un bail simplifié de plus grande garantie pour le propriétaire de récupérer son bien en cas d'impayé. Pourquoi pas de prêts garantis par l'État aussi pour le locataire qui a du mal. Mais enfin de simplifier, enfin en tout cas de simplifier au maximum les transactions immobilières Ouais. avec ce que je viens de décrire et sur le volet plus fiscal euh, en supprimant les droits de mutation à titre onéreux, à titre gratuit, les surimpositions sur les impôts locatifs. Pourquoi pas, je pense que c'est pas faisable, mais pourquoi pas même alléger ou supprimer la TVA sur tout ce qui est rénovation. Mais en tout cas, et c'est là qu'on se rapproche un peu de tout remettre, enfin de supprimer tout ça pour aller vite, un peu schématiquement, et de seulement garder, y compris de gonfler la taxe, alors qui reste foncière aujourd'hui, mais en la transformant même en taxe résidentielle, ça c'est une de nos propositions récentes, pour garder, du point de vue de la décentralisation, pour garder un impôt local, comme je disais, Ok. en rénover sa base en le mettant à la valeur vénale des biens, euh, de le faire payer directement par le résident, ce qui était une des vertus de la taxe d'habitation qu'on a perdu avec la taxe foncière, parce que le propriétaire n'est pas forcément celui qui vit sur place, donc on décorrèle celui qui paye l'impôt du service public local et de celui qui utilise ou décide de cet argent ou de ce service public local, donc à savoir la municipalité. Euh, mais donc de tout remettre sur la propriété, alors foncière, pas seulement enfin, en tout cas dans le cadre du logement, sur la propriété foncière, pour aussi, du point de vue du logement, bah, voilà, favoriser la mobilité des biens, faciliter la transaction. Donc, je pense qu'avec ce raisonnement-là, on s'en rapproche un peu. Hmm. Après, au final, si c'est... Parce que si le propriétaire, il paye pas, il a pas d'impôt sur son bien, il va pas avoir d'incitation, lui, à faire, entre guillemets, qu'il soit suffisamment rentable, tu vois. C'est aussi... Oui, Parce que en tout cas, c'est ça la vraie question, moi, je trouve, qu'il y a autour de la LVT. Finalement, c'est bien utiliser le terrain foncier alors, qui... si, oui, alors on y vient. Oui, parce que enfin, je vois globalement ce que c'est pour la FT, mais il y a déjà un peu cet aspect-là, puisque l'enjeu, si on supprimait tout le reste en termes d'imposition sur tout ce qui concerne l'immobilier, ça veut dire que globalement la taxe foncière va être plus élevée. Si tu l'indexes sur les valeurs vénales, en fait, techniquement, à Paris, il faudrait payer encore plus de taxes foncières, même que l'augmentation qui vient d'intervenir, Hmm. puisqu'en fait, elle s'est très sous-évaluée. Je Mais il crois que faut. c'est des valeurs qui datent des années 70. Voilà, dans un certain nombre d'endroits en province, c'est l'inverse pour le coup, elle Ouais. devrait même baisser. Enfin, d'une part, il y a ça. D'autre part, ça veut dire que si ton bien, eh ben, tu payes une taxe. C'est quand même le propriétaire qui la paye in fine. C'est juste que s'il a un locataire dans un de ses biens, bon, bah, il le fait payer par le locataire. Ouais. Et du coup, c'est une bonne utilisation. C'est-à-dire qu'il laisse pas un bien vacant. D'accord, Il y a une ouais. incitation directe à le mettre sur le marché Hmm. locatif, ce qui est pas inintéressant, même à Paris où il y a des taux de vacances qui sont, dans dans la moyenne française, je crois, dans les 8-10%. Et Ouais. donc, c'est une incitation directe à mettre tes biens vacants sur le marché locatif Ouais, pour tes ou alors ils propriétaires. payent le fait qu'ils les mettent pas sur le marché. Enfin, moi, Voilà, c'est ça. exactement. Oui, oui, il paye le fait de tout à fait de pas le mettre.
ou si ça leur coûte trop cher, bah effectivement, Bah, nous on assume d'une certaine façon que, je suis un peu schématique, mais qu'un couple de 60-70 ans qui a plus ses enfants chez lui, qui garde un grand appartement avec 4-5 pièces qui sont inutilisées, bah effectivement, la taxe foncière étant très élevée, il va peut-être devoir le vendre et c'est tant mieux, puisque s'il y a davantage de biens qui reviennent sur le marché à la vente, ça fera aussi, alors bon, Paris c'est tellement tendu que c'est particulier, mais malgré tout, fera baisser les prix, répondre de manière indirecte, mais quand même à la difficulté d'accès à la propriété des jeunes, etc. Donc en tout cas, on assume même cette préférence pour la mobilité des biens via quelque chose qui, bon, tout impôt pour certains, évidemment, est confiscatoire, mais c'est hmm, un moins mauvais impôt de ce point de vue-là. Encore une fois, tu vends ton truc, ça t'empêche pas de vendre, de faire autrement, tu vois, mais de hmm. fluidifier en tout cas la mobilité des biens, alors même qu'on est sur un marché très contraint et très spécifique en France. Et sur la proposition de taxe résidentielle dont je parlais, donc de cette transformation de taxe foncière en taxe résidentielle, de conserver quasiment le seul impôt local important qui restait aujourd'hui. C'est important du point de vue de la décentralisation. Ouais, ok, ouais. Ouais, parce que là, oui, là, vous faites un arbitrage pro-décentralisation plutôt que, disons, pro-propriétaire, vis-à-vis de cet impôt-là. Non, enfin, les deux sont pas forcément liés, Ok, quoi. ouais, L'enjeu, c'est qu'on ait un impôt qui soit payé localement par ouais. le résident face à des services publics directement et dont la municipalité décide de l'allocation. Techniquement, ça veut dire que l'enjeu, c'est que cette taxe résidentielle apparaisse sur la quittance de loyer pour un locataire Hmm, et que chaque année, du coup, le locataire constate que ça baisse ou ça augmente et se demande pourquoi et que on rétablisse un lien direct entre ce résident, euh, euh, les services publics qu'il a en face, les routes, piscines, etc., et le décideur local, donc le maire, mais en réalité pas exactement le maire, le conseil municipal. Donc hmm. de conserver c'est ça de la vraie décentralisation, c'est-à-dire que sur les compétences locales, le seul responsable, c'est la municipalité en termes de décideur et le contribuable constate par lui-même, vote comme il veut, avec les pieds tous les 6 ans. J'ai un doute, mais je crois que c'est ça pour les municipales. Ouais, ouais, il me semble, Voilà. hein. On garde une démocratie vivante de ce point de vue-là, locale, au moins sur certaines compétences communales, via l'impôt. C'est-à-dire que effectivement, notre parti pris, c'est de dire qu'il n'y a pas de vraie décentralisation s'il n'y a pas une vraie responsabilité Ouais, financière ouais. de l'administré et de celui qui administre, donc Hmm, auquel espèce la municipalité. Et ouais. c'est juste que comme on est sur une notion de taxation de l'immobilier, enfin de la terre slash immobilier, donc c'est un peu différent, je sais, de la LVT, Hmm. on a aussi cette notion, par ailleurs, de préférence pour la mobilité des biens, qui nous semble répondre, peut-être, évidemment, certes que partiellement, mais répondre à un des grands enjeux du moment en France, qui est celui du logement. Ouais, mais je suis d'accord que c'est un énorme enjeu et j'ai l'impression qu'il y a, en France, les gens sont très attachés à l'endroit où ils vivent et ils veulent pas trop changer. Enfin, mais peut-être que je me trompe, mais je sais qu'il y a, par exemple, au Canada, il me semble qu'ils ont un jour spécial des déménagements où je sais pas, je crois qu'il y a 10 ou 20% des déménagements de l'année qui sont faits à ce moment-là. Donc ils sont beaucoup moins attachés à ce genre de questions-là. Oui, Et ça peut-être que c'est vrai que ça joue, mais parce que par exemple, même moi, je vois mes parents, là, ils se disent peut-être qu'ils veulent changer de maison, mais ils veulent pas changer de maison parce qu'elle est trop grande. Ils veulent changer de maison parce qu'elle est pas de plein pied. Tu vois, parce qu'ils commencent à vieillir et voilà. Mais bon, là, ils en prendront probablement une plus petite, j'imagine. Mais ça, moi, j'allais dire, l'enjeu d'un libéral, c'est précisément pas hmm. d'imposer des choix de vie. Après, moi, à titre personnel, je pense que c'est un très bon raisonnement. Ouais, ouais. C'est un très bon raisonnement pour eux et c'est un très bon raisonnement du point de vue de l'utilité collective. Hmm. Mais du coup, c'est un bon cas d'école pour dire que effectivement, on défend donc une fiscalité ou un modèle fiscal relativement incitatif à ce genre d'opération, mais qui n'impose pas non plus un comportement. Hmm. Et c'est ce qui, à mon avis, est important d'un point de vue libéral. Et c'est important en France, où je pense que de manière générale, tout le monde se bat quand même pour que l'État et la loi disent ce qui est bien ou ce qui est mal.
Et je pense que c'est une mauvaise conception de l'État et que c'est une mauvaise conception du sens de la loi. La loi ne dit pas, n'est pas là pour dire ce qui est bien ou mal. La loi est juste là pour donner des grandes règles ou interdire certaines choses parce que démocratiquement on le décide. Je sais pas, légaliser le cannabis, ça revient pas à dire que le cannabis c'est bien. Hmm. Ça revient juste à dire que c'est à chacun de décider pour lui-même. Mais en France, comme d'une certaine façon, le libéralisme est arrivé par le haut, c'est-à-dire des grandes lois d'émancipation, enfin la Révolution ou même la Troisième République, c'est par le haut qu'on a imposé des grandes lois pour libérer les gens. Hmm. Ce qui est quand même très différent du projet américain, qui est très différent de la culture anglo-saxonne, qui est très différent même des pays latins, qui pour plein de raisons avaient gardé des solidarités plus organiques. Donc il y a qu'en France qu'on associe la liberté à l'État. Ouais. Ce qui explique beaucoup de choses. Ce qui explique aussi une forme d'illibéralisme de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'on se bat pour que l'État épouse ou impose chacun a envie d'imposer via l'État sa conception du monde, de sa vie bonne, alors que c'est pas un bon raisonnement en fait. Hmm. Après, les libéraux, ils le font quand même, tu vois. Enfin, je trouve que la taxe carbone, in fine, c'est pas vraiment hyper normatif, mais si tu remontes aux raisons de pourquoi on la mettrait en place, il y a quand même une idée de ça environnerait mieux, et puis c'est moralement plus acceptable dans un monde qui a pas trop changé d'un point de vue des températures, etc. Et donc au final, c'est un peu imposé une certaine forme de morale. C'est beaucoup plus Toujours, mais de toute insinueux, façon. tu vois, enfin, ou Non, déguisé, mais. mais de toute façon, la notion de liberté, la notion de, Hmm. j'en sais rien, de liberté d'expression, de droit de propriété, de Ouais. séparation des pouvoirs, de propriété de soi, de propriété de son corps, par définition, c'est des principes enfin, intellectuellement discutables et contestables. C'est bien des choix moraux qu'on Hmm. pose en première instance. Et évidemment, parce qu'à la limite, pourquoi pas, même par l'expérience de pensée, tu peux contester le réchauffement climatique, tu peux contester le motif, enfin, l'explication humaine de ce réchauffement, tu peux contester ou tu peux contester même le fait que ce soit un problème. Hmm. Pourquoi pas intellectuellement? Nous, ce qu'on dit, c'est qu'ayant résolu toutes ces questions-là, si elles font consensus scientifique, ce qui est quand même plutôt le cas, et démocratique, c'est pas forcément toujours constaté, mais ça c'est moi qui le rajoute, mais il Oui, faut aussi que oui, ça oui, non. soit démocratique. À partir de là, ben, c'est comme une forme de droit ou de conception fondamentale qu'on a de se dire qu'on veut préserver les écosystèmes. Et dès lors qu'on en arrive là, même s'il peut y avoir 36 000 discussions avant, si on en arrive là, qu'est-ce qui est libéral après en termes d'organisation? Et ben, plutôt que l'État dise, tu as le droit de prendre que 4 avions par an, Ouais, ouais. durant toute ta vie, ou faut que tu rationnes, j'en sais rien, tu auras plus, tu as des tickets de rationnement, tu vas avoir le droit d'aller chercher 2 fois de la viande de bœuf par mois. Au lieu de faire ça, eh ben, on met en place un système de prix dans un mécanisme de marché sur un marché dit des externalités négatives. Ouais. Et donc, c'est le prix qui va effectivement t'inciter très fortement à moins consommer du très carboné, mais pas t'y obliger non plus, ou te permettre d'arbitrer toi-même. Hmm. Je ne sais pas si mon exemple est incroyable. Après, je suis pas économiste, mais en tout cas, intellectuellement, je pense que ça permet quand Non, même mais de ça bien laisse un comprendre. arbitrage, en fait. C'est ça qui Et, est. tu te dis, j'ai envie de continuer à prendre l'avion 3 à 4 fois par an. Alors, la tonne de carbone étant à 100 euros, je sais pas quoi, ça fait 100, 200 de plus sur chacun, enfin 100 euros sur chacun de tes billets, je crois. Sur un Paris-New York, par exemple. Et puis, bah, du coup, en face, si tu veux, entre guillemets, gagner de l'argent, bah, tu vas arrêter de manger autant de viande de bœuf. Enfin, voilà, tu arbitres toi-même, tu vois. Hmm. Donc, ça reste un système libéral et ça reste un système de marché. Et c'est pas de la planification enfin, c'est pas de la moralisation politique des comportements, d'une part, donc avec qui seraient des obligations du rationnement, etc. Et c'est pas non plus une prétention des pouvoirs publics à savoir comment réorienter les modes de consommation et de production. En fait, en Ouais. mettant un mécanisme de prix, tu vas susciter par un ordre spontané des changements de comportement mais sans préjuger à l'avance de ce que seront les produits de substitution, etc. Et donc, tu laisses comment dire, la science et le progrès technologique avancer dans le cadre d'un ordre spontané et pas dirigé par l'État. Ouais. D'accord, d'accord.
Et du coup, par exemple, enfin, moi, je pense je reviens sur le problème du logement parce que c'est quand même un gros problème et j'ai l'impression que c'est de plus en plus visible. Alors, je sais pas si c'est moi qui suis dans un Twitter particulier, mais en tout cas, les logements, on en discute assez régulièrement. Donc, je sais pas si j'ai un biais par rapport à ça. Mais vous, à GL, vous pensez quoi des plans d'urbanisme et des limitations des communes vis-à-vis de l'artificialisation des sols, par exemple, ou On n'a rien publié spécifique là-dessus. Marc écrit, donc Marc de Basquiat, hmm, qui a écrit plusieurs rapports pour nous sur les retraites, évidemment tous les grands rapports sur le revenu universel, explique très bien comment l'excès de normes, y compris sur les plans, j'ai oublié l'acronyme. les PLU, là, c'est ça, non? Voilà, exactement. Comment tout ça a aussi, en fait, de fait, conduit à de la ségrégation, etc. Enfin, c'est quand même typiquement un certain nombre de mauvaises idées dites socialistes ou dirigistes qu'on a retenues depuis longtemps. Je sais qu'on est à, je sais plus combien, je crois qu'on est à 30, 40 milliards, je crois, de dépenses publiques sur le logement. Enfin, c'est considérable en France pour Hmm, des résultats qui sont plus que médiocres, comme on peut bien le hmm, constater. Évidemment, il y a le problème de la centralisation, mais qui touche tout un tas d'autres domaines. Enfin, le fait qu'il y ait une hyper concentration des pouvoirs, des richesses, etc., à Paris et en région parisienne, ça, de toute façon, peut peut-être d'une certaine façon pas faire grand-chose. Mais voilà, encore une fois, nous, là-dessus, ce qu'on défend, c'est une simplification drastique de la fiscalité. Euh, et après, on n'a rien publié de spécifique sur les non-artificialisation des sols, etc., parce que ça touche justement des notions d'écosystème. Donc, c'est là que tu peux avoir des objectifs contradictoires qui se posent à toi, tu vois. Sur le logement et sur le bâti, moi, je connais un peu moins, mais c'est le cas de. Si je reviens sur la question du carbone, ce que j'ai expliqué l'autre jour, si tu veux, pour le bien-être animal, si tu veux aller vers la fin de l'élevage intensif ou tu veux faire du circuit court parce que c'est beau, je sais pas quoi, bon, pourquoi pas. Donc, tu as une viande enfin, de meilleure qualité, élevée en plein air, etc. L'animal souffre moins, mais en fait, ça sera peut-être encore plus carboné qu'une viande que tu as importée de très loin, parce qu'avec les coûts d'échelle, en fait, le coût carbone est plus faible. Donc, hmm. du coup, entre préserver les écosystèmes, les sols éventuellement, le bien-être animal et la décarbonation, c'est pas forcément facile de faire de satisfaire les trois objectifs en même Ouais. temps. Euh, Donc en tout cas, c'est des questions dont on est conscient nous. euh, sur la rénovation thermique, c'est la même chose, parce qu'il y a aussi une notion de coût d'abattement. Évidemment, on pousse avec ma prime rénov. Alors, je crois qu'il y a eu des annonces là, récentes un peu du gouvernement, mais sur le DPE, donc sur le ouais. diagnostic de consommation carbone des logements, et sur ma prime rénov, donc la subvention publique pour la rénovation thermique. D'abord, il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens comme propriétaires. Alors, d'une certaine façon, ils ont qu'à vendre. Ça rejoint un peu la discussion précédente. Pourquoi Hmm. pas? Mais bon, on peut aussi comprendre que ça puisse être compliqué, même pour un propriétaire juste de son bien ou de biens dont un qu'il loue. Donc, il le fait pas forcément, mais en même temps, il peut plus mettre sur le marché locatif. Ça réduit l'offre Ouais. sur le marché locatif des biens, donc ça surenchérit le prix pour les locataires, parce que de toute façon, il n'y a pas des, puis c'est pas une bonne idée, des prix plafond, je sais plus comment on appelle Oui, les ça. prix plafonds, ouais. Le plafonnement. Enfin, il faut Non, le éviter le blocage, plafonnement, des ouais. prix Hmm. bloqués. On parle Hmm. de blocage des, bon voilà. Euh, et on pousse tout, et puis c'est un coût pour le contribuable, c'est-à-dire nous tous, parce que en fait, la subvention publique à la rénovation thermique, c'est nos impôts, hein, à nous tous de Hmm. toute façon. Et en réalité, en faisant tout ça, donc avec un coût social qui est monstrueux, y compris pour les locataires qui n'arrivent pas à se loger, et ben c'est pas pour autant qu'on va décarboner aussi rapidement que si, j'en sais rien, on mettait tout sur le nucléaire, ou si on sauvait, préservait, ou si on avait préservé notre filière nucléaire, ou parce qu'il faut raisonner à l'échelle planétaire. Ça se trouve, le coût d'abattement, pareil, n'est pas du tout intéressant par rapport à développer du nucléaire dans les pays en voie de développement Ouais, qui vont carrément, ouais. la hausse, enfin, la hausse majeure des émissions de carbone, en fait, et qui sont bien plus importantes rapportées à ce que nous-mêmes on émet en carbone, et en réalité, malgré tout, pas si fortement en comparaison d'autres pays, parce que justement, on a déjà du nucléaire, etc. Donc, il y a aussi l'écologie slash libéralisme doit penser, évidemment, en fonction des intérêts
contemporains, des intérêts futurs, d'un point de vue intergénérationnel. Donc, on est bien obligé de mettre un coût et de penser aux générations futures, mais il faut aussi arbitrer en termes de coût d'abattement et de qu'est-ce qui est le moins coûteux socialement et économiquement pour le plus grand résultat voulu en termes de décarbonation au cas d'espèce. Ouais. Et donc, ces modes de raisonnement-là sont très peu français de toute façon. Ouais, mais en plus, je pense qu'ils Et sont c'est ça pas. qu'on essaie de pousser, nous, dans le débat public, et on n'est pas les seuls, hein, parce on a rien inventé en disant ce que je dis là, hein, sur la tarification carbone. Il y a de très bons Hmm. travaux depuis longtemps de Christian Gaulier, de Chanet, qui écrit pour Montaigne souvent. Enfin, il y a un certain nombre d'experts qui le disent, mais nous, on met notre pierre à l'édifice là-dessus pour inviter à raisonner de cette manière-là les politiques publiques. Après, pour le coup, ça, je trouve, c'est pas très compatible avec la démocratie, et d'autant plus si elle est très parlementaire. Parce que si on te dit que pour 1 euro dépensé en Afrique, par exemple, tu vas baisser la quantité de carbone de X, et que 1 euro dépensé en France, ça va être X divisé par 10, enfin, ça va être 10 fois moins ou 100 fois moins, bah, Ouais. les gens, ils sont quand même attachés à l'idée que ça soit fait quelque chose pour eux, et pas ailleurs. Je pense que c'est démocratiquement, ça doit être assez difficile à défendre de dire, bon, ben, en disant qu'il y a 1% ou 0,1% de tes impôts qui part Ouais. dans les aides, enfin, pour la diminution du carbone, et on va envoyer ça en Afrique, quoi. Ou on va envoyer ça en Chine, ou en Asie du Tu peux Sud-Est. le faire comme ça, ou tu peux En- pousser aussi notre filière industrielle, enfin, ou notre industrie ouais, nucléaire. Tu as plusieurs ouais, moyens de le ouais. faire, et pas seulement par de l'envoi direct d'argent, tu vois. Hmm. C'est aussi une question de diplomatie économique, de pousser EDF partout dans le monde, enfin, pour être schématique, et en Ouais, ouais, particulier dans les pays en voie de développement. Donc, c'est aussi des politiques commerciales et ouais. diplomatiques de la France qui sont à pousser en cette matière-là. Et puis, bon, c'est là que c'est compliqué, mais je considère que c'est pas pour autant. Alors ça, je vais dire, c'est moi qui le dis, mais c'est pas parce qu'on est déjà quelque part des bons élèves en matière de carbone qu'il faut pas pour autant qu'on s'oblige et qu'on se donne pour objectif qu'à une échelle européenne, on se donne un certain nombre de standards sur la décarbonation, sur les écosystèmes, sur les sols, sur le bien-être animal, y compris du coup en protégeant à nos frontières les importations de ce point de vue-là, qui ne respectent pas les mêmes standards que nous, et se dire que on peut aussi pousser les autres dans le monde à suivre ces modèles-là, tu vois. Hmm. Donc, mais effectivement, c'est des grands choix pas faciles, politiques, économiques, etc. Et il faut malgré tout, je crois, les faire dans un cadre démocratique. Ouais. Dans un régime parlementaire, plus ou moins parlementaire, je sais pas, j'en sais rien, parce on n'est pas un régime dans les faits qui fonctionne de manière parlementaire, et ça ne nous empêche pas de faire des annonces à longueur de journée qui sont en fait très socialistes. Hein. Donc je vois pas enfin, même du point de vue de la cause libérale, je vois pas en quoi le parlementarisme serait pire. Je pense même que c'est l'inverse. Ah Parce non, que mais pour la cause libérale, nous donne oui, oui, mais Emmanuel Macron qui décrète des prix planchers, on ne sait même pas ce que ça veut dire, en annonce télévisuelle sur une déambulation télé-réalité de 10 heures d'affilée ou 13 heures, je crois, au Salon de l'Agriculture. Enfin, si tu veux, ce face-à-face entre un homme et la foule conduit très logiquement l'homme, donc le président de la République, pris dans des injonctions contradictoires, dans des demandes incessantes et tout. En fait, c'est la verticale d'un homme face à cet égalitarisme que Tocqueville voyait venir. Ça donne des annonces à l'emporte-pièce extrêmement populistes. et pourquoi c'est spécifique à la France, ce genre de problème-là? Tu... Pour moi, c'est particulièrement lié à la Ve République Ok. et surtout ce qu'elle est devenue. C'est-à-dire que en réalité, sur le papier, on est un régime parlementaire. Alors certains disent semi-parlementaire, semi-présidentiel. Ouais. Un certain nombre de juristes récuseront l'expression parce que c'est soit l'un, soit l'autre. Techniquement, on est dans un régime présidentiel, mais on a un président de la République avec un domaine réservé assez conséquent d'une part, initialement, et enfin tout a été voulu initialement par la cinquième. Mais en plus de ça, et le général de Gaulle le voulait avant la cinquième, et c'est lui qui a insisté, en 1962, il a poussé à l'élection du président de la République au suffrage universel direct. C'est-à-dire que en 58, et comme ça avait toujours été le cas depuis 1848 quasiment, les Français n'élisaient que au suffrage universel direct les députés, enfin en tout cas ses représentants, la Chambre basse, ça s'est appelé de divers noms, l'Assemblée nationale au moins sous la Ve République. Et donc en fait les seuls dépositaires de la souveraineté populaire, c'était les députés. Mais à partir de 62, c'était les députés et aussi un seul homme tous les 7 ans.
avec un mandat forfaitaire et global. Donc, il y a une concurrence de légitimité de celui qui était détenteur de la souveraineté populaire, le président et les 577 députés pour aller vite. Et donc, ça conduit à... et si tu vois, en 1962, les Français ne demandent pas à élire directement le suffrage, leur président au suffrage universel direct. D'abord, ils ne l'ont pas fait depuis au moins 100 ans. C'est vraiment une idée de De Gaulle parce qu'il pense qu'il faut donner une légitimité par le suffrage à son successeur, à ses successeurs qui n'auront pas la même légitimité historique que lui, etc. Sauf que... Mais ils étaient élus comment avant, du coup? Enfin, comment ils c'était accédaient? un collège de grands électeurs. Alors, Ok. en 1958, il l'avait élargi. Je crois qu'on est à 40 000 ou 80 000, enfin, quasiment tous les élus, y compris élus locaux. Mhm. Sous la quatrième, troisième, globalement, c'est soit les députés de la Chambre basse, soit les parlementaires. Bon, un collège plus réduit, mais ce qu'on appelle des grands électeurs Mhm. qui votaient une fois tous les 7 ans. Mais sous la troisième et la quatrième, en gros, là, pour le coup, c'est vrai, le président inaugure les chrysanthèmes. Bon, sous la cinquième, il a un domaine réservé un peu plus important d'emblée dès le texte de 58. Mais c'était des grands électeurs qui élisaient le président. Ok. Mais du coup, en fait, on a désaxé les choses. Enfin, en tout cas, on a concurrencé directement le Parlement par le président et avec, comme on a un scrutin uninominal à 2 tours en mode d'élection pour le Parlement, en fait, ça pousse au fait majoritaire, ce qui était la logique de De Gaulle. Mais donc, du coup, l'enjeu, c'est qu'il y a un homme qui puisse décider assez librement de tout avec un parti, un mouvement un peu attrape-tout. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a une forme de logique populiste là-dedans, qui est très différente des régimes parlementaires, j'en sais rien, italien, allemand, Royaume-Uni, avec en plus plein de diversité entre les trois, y compris culturelle et y compris historique. Le Royaume-Uni n'a rien à voir avec l'Italie ni avec l'Allemagne. Mais même aux États-Unis, le Congrès est plus puissant face au président, alors qu'on est dans un régime vraiment présidentiel aux États-Unis. Ouais. Mais en France, en fait, on a une confusion entre les pouvoirs qui fait qu'en fait, il y a un seul homme, en général, son mouvement attrape tout, qui vote comme un seul homme au Parlement. Mais il n'y a pas cette logique de coalition, il n'y a pas cette logique de confrontation institutionnelle, de mouvement d'idées d'abord. Donc, il n'y a pas cette logique de compromis. Mais ça vient pas simplement depuis qu'il y a eu la réforme qui fait qu'on vote les députés juste après l'élection présidentielle? Parce Non, qu'au final, il est un peu confirmé. le fait majoritaire, on l'a quasiment toujours eu, même au début de la Ve Ouais, mais je veux République. dire l'absence de compromis, parce que là, dans les conditions actuelles, enfin, t'as aucun intérêt à relancer, à dissoudre l'Assemblée, parce que probablement que ça se passera pas bien, mais en même temps, au moment où t'es élu, tu seras forcément confirmé. Enfin, je vois pas l'intérêt, si t'es élu au suffrage universel pour pour les présidentielles, que les gens te confirment pas en votant pour le député associé de la circonscription, quoi. On a quand même eu le contre-exemple pour Macron 2022. Après, il reste le groupe majoritaire, quand même. Non, il reste le premier groupe. Ouais. Non, Il n'a pas la majorité. Non, parce qu'en plus, ils ont même pas la majorité avec leurs alliés Modem et Horizon, parce que ce qu'on oublie, c'est qu'en fait, aujourd'hui, et c'est ça le problème de la logique populiste, c'est comme tout tourne autour de la présidentielle et que tout le monde se projette sur 2027, Ouais. en fait, seul compte des figures charismatiques, Mélenchon, ou alors Mélenchon remplacé par Ruffin, Édouard Philippe ou Attal ou machin, bref, le candidat centré, Marine Le Pen, je sais pas quoi, Bardella ou Zemmour, mais c'est des figures charismatiques sans programme forfaitaire global, avec des mouvements attrape-tout derrière. Or, malgré tout, même si les partis politiques se sont cassés la gueule en France aujourd'hui, il y a quand même bien des différences historiques, intellectuelles, idéologiques entre eux, au sein de la NUP, le PS, le Parti communiste, les Verts, au sein du bloc central, le Modem, il y a quand même une histoire, tu vois, Horizon, bon là il n'y a plus de groupe Parti radical, mais les radicaux, pareil, tu vois, ça se décompose dans le détail. Et les droites, elles se décomposent aussi. Là, on a 3 figures charismatiques, Bellamy, Marion Maréchal, Bardella, qui en réalité intellectuellement sont très proches dans le cadre des européennes, mais pareil, derrière la droite, les droites ou l'extrême droite, enfin au sens large, il y a bien des mouvements intellectuels très différents. Et donc,
pour aller vite, moi, je préférerais qu'il y ait cette décomposition. Si, en fait, le Parlement avait la responsabilité entière de former un gouvernement lui-même, Ok. en réalité, on reviendrait à des plus petits partis qui négocieraient. Alors, c'est imparfait. Il y a du côté calcul de boutique et tout, ça, c'est certain. Mais au moins, alors même qu'aujourd'hui, qu'on a un manque de légitimité du politique, chaque Français va être vraiment incité, si tu as ou une part de dans le cadre si tu une part de proportionnel, tu es incité à voter vraiment pour, j'en sais rien, le candidat ou alors la liste ou le programme du parti dont tu partages le plus de trucs. Et à proportion de ceux qui, comme toi, vont faire ce même choix, ça va donner plus ou moins de poids à cette liste, ce parti, de négocier. Alors, dans le cadre d'une coalition, il va peut-être garder que 2 mesures, mais au moins, toi, tu seras content d'avoir voté pour cette liste et tu sais que parce que tu as voté pour cette liste, il y a 1 ou 2 lignes du programme du gouvernement de coalition. C'est loin d'être parfait. Il y a plein de gens qui diront que c'est affreux. On dit que des gens se plaignent en Allemagne, en Belgique et tout, mais enfin, mine de rien, ça permet quand même de restaurer le sens du vote. Et ça permet de restaurer un lien direct entre ce qui se passe au niveau du gouvernement et ce pourquoi tu votes tous les 5 ans. Hmm. Si tu veux, moi, je peux faire à peu près tout ce que je veux. Dans le 18e arrondissement, là où je vis, Daniel Obono, donc député Les Filles, je crois qu'elle fait partie il y en a eu que 6 qui ont été élus dès le premier tour. Je pouvais faire ce que je voulais si je pensais autre chose. De toute façon, c'était Obono qui gagnait. Parce que c'est comme ça. C'était au moins la deuxième ou troisième fois, enfin, sur ce type de coloration idéologique. Et puis après, comme tout le monde, je fais un vote par dépit et par défaut à la présidentielle. Donc c'est même moi qui suis non seulement un observateur de la politique, un acteur du débat public direct, donc pas un expert, mais avec un niveau de connaissance élevé, une attention extrêmement forte sur ces sujets. En réalité, moi, j'ai presque pas moi, je continue à voter parce que moralement, je m'oblige à le faire. Je défends les abstentionnistes. Mais enfin, j'ai franchement absolument aucune incitation directe à voter. Et Ouais. c'est pas normal. Mais pour les députés, parce qu'au final, t'en as du coup plus pour la présidentielle, alors. Non, parce que du coup, je suis comme tout Ouais. le monde et c'est la question du vote utile et du Ah vote oui. par défaut d'emblée. Ouais, ouais. Et non, parce que Oui. c'est terrible même de voir, si tu veux, moi je suis loin d'être un fan respectivement des Hidalgo, Pécresse, Jadot, si je prends 2022. Enfin, Hidalgo, Pécresse, Jadot, ils avaient quand même, dans le fond, moi j'ai beaucoup de respect pour ceux qui ont voté pour ces candidats parce qu'ils avaient une incitation directe à ne pas voter pour eux et à se reporter, ou même Zemmour, c'est-à-dire ces petits candidats-là qui ont, comment dire, qui ont pâti du fait que les gens se sont déportés sur respectivement Macron, Mélenchon et Le Pen, Hmm. pour être certain d'avoir un candidat proche de lui au deuxième tour. Euh, et en 2022, la Chambre, enfin l'Assemblée nationale qui est sortie des élections législatives, elle n'est pas, il s'est trouvé qu'elle avait l'air enfin qu'elle ressemblait à une Chambre proportionnelle parce qu'elle donnait pas de majorité au président réélu. Mais en réalité, elle n'a pas été élue dans une logique de proportionnel. Et c'est pour ça que je comprends, par exemple, les Républicains. Une des formes les plus logiques de coalition, ça aurait été effectivement que les Républicains aillent avec les 3 groupes qui forment la majorité présidentielle. Après, dans le fond, on peut imaginer aussi que cette alliance est possible avec le PS plus les Verts, hein. Enfin, Hmm. surtout si on prend la photographie de 2022, évidemment, le pays se droitise, etc. Mais si tu veux, s'il y a une forme d'équilibre de cette Chambre élue en 2022, le PS et les Verts auraient pu négocier un accord avec les 3 groupes de la minorité présidentielle ou inversement les LR. Mais évidemment, aucun des deux n'avait intérêt à le faire puisque, enfin, dans une logique parlementaire, c'est ce qu'il aurait fallu faire, même dans une logique effective, pour faire avancer son agenda sans attendre 5 ans à la prochaine présidentielle. Mais en même temps, ils ne le font pas parce que s'ils font ça, dans 5 ans, on va leur reprocher d'avoir mangé dans la main de Macron, du candidat central, Ouais, mais etc. c'est bizarre, tu vois, parce qu'au final. Et parce que tout tourne autour de l'élection présidentielle, et c'est ça mon sujet. C'est Ouais, que, en ok. réalité, tout est indexé sur le bonhomme qui va occuper le siège de Ok, l'Élysée. ok. Et ça faisait même pas 2 jours que 2022 était passé, qu'on était déjà tous en train de se demander qui allait Ouais, être non, le mais ça, je candidat suis en d'accord, je 2027. comprends pas. Et donc les LR n'ont pas fait de coalition parce que ils se disaient sinon on va hypothéquer nos chances de pouvoir accéder à la magistrature suprême, pardon, en 2027. Et compte tenu de la logique institutionnelle et politique française, ils ont raison.
Mais donc, du coup, il n'y a pas d'incitation à faire de coalition, il n'y a pas d'incitation à être constructif comme parlementaire, il n'y a pas d'incitation à faire du compromis. Ce qui me fait dire que même si on a un régime parlementaire, c'est-à-dire qu'il pourrait fonctionner comme ça, on pourrait se dire, bah, la classe politique, elle a qu'à changer de mood, enfin d'état Ouais, d'esprit. ouais. Rien ne l'empêche de fonctionner en mode parlementaire. Sauf qu'en fait, ça marche. Ils ont pas d'incitation à le faire, même institutionnelle. Donc, il y a bien un sujet au niveau des institutions. Après, on n'est pas obligé d'arrêter d'élire le président au suffrage universel direct. On peut faire comme en Autriche, en Irlande, au Portugal. C'est des régimes, enfin, qui sont très semblables à la France, où ils élisent quand même le président de la République au suffrage direct. Mais j'en sais rien. En Portugal, je crois qu'ils élisent leur premier ministre directement, et où il y a de la proportionnelle pour les assemblées. Enfin, ce qui casse la logique du fait majoritaire. Ok. Je pense qu'on a un problème avec la logique du fait majoritaire en France, en Et fait. qu'est-ce que tu penses aussi des midterms, tu vois, aux États-Unis, par Bah, exemple? c'était ce qui était un peu permis par le fait que les mandats étaient de longueur différenciée en Hmm. France, qui ont du coup conduit à trois cohabitations, si je Ouais. ne fais pas d'erreur. Et en plus des cohabitations qui ont souvent été euh, bah, en fait très efficaces d'une certaine façon. Parce qu'on a privatisé énormément de trucs, donc indépendamment même de ce qu'on en pense, mais on a privatisé énormément de trucs sous la première cohabitation de droite sous Mitterrand, et on a fait les 35 heures sous le gouvernement Jospin, sous Chirac. Donc, mine de rien, des réformes assez substantielles finalement, ou des changements politiques assez substantiels ont été réalisés dans le cadre de cohabitation, alors avec un fait majoritaire, mais qui est un fait majoritaire parlementaire, et donc Hmm. une légitimité parlementaire. Et c'est intéressant à noter, parce que mine de rien, depuis 20 ans maintenant, plus de 20 ans même, bah, on n'a plus jamais eu de cohabitation. On a globalement toujours eu un fait majoritaire qui, bon an, mal an, résiste même depuis 2022, puisqu'on n'est pas loin de la majorité quand même et qu'il y a tous les outils du parlementarisme rationalisé qui sont là. Sauf qu'en fait, alors certes, c'est extrêmement stable, comme dirait l'autre, ou que ça l'était au moins jusqu'en 2022, pendant 20 ans. Enfin, on n'a pas fait de grands changements substantiels, si tu veux. Ouais. Euh, on n'a pas eu de Schröder ou de Tony Blair au tournant des années 2000 en France. À la place, on avait Jacques Chirac. À part, bon, je suis un peu schématique et peut-être un peu injuste, mais à part l'auto-entrepreneur qui a été un changement, enfin, qui a permis des choses pour des millions de Français, à part le mariage pour tous qui a permis, alors c'est quand même, enfin, moi je trouve ça très bien hein, pour plein de raisons, y compris personnelles, mais enfin, ça touche pas une part majeure de la population, mais c'est symbolique, enfin, plus que symboliquement, socialement, et en termes d'égalité, c'était important, mais bon, à part ces deux trucs-là, moi, je vois pas de grands changements systémiques en France. La réforme des retraites, ce qu'on a fait, c'est rien du tout. Enfin, ça permet juste de tenir un tout petit peu plus pendant 3 ans de plus Ouais. sur un système qui de toute façon fonctionne pas. Et en plus, ça a causé comment Un remus social des énorme. blessures Hmm. politiques et démocratiques considérables. Ouais. Mais c'est pour ça, moi, assez fair. Je reproche pas non plus entièrement à Macron la séquence, tu vois. Enfin, Hmm. à un moment donné, en fait, tout le monde est un peu bloqué dans ce système-là parce que les responsabilités ne sont pas claires. L'Assemblée nationale n'est pas ou un bon Macron. Moi, j'aurais été Macron. Enfin, je raisonne peut-être avec trop peu de modestie, mais un bon Macron en 2022 constate que l'Assemblée ne va pas dans son sens et il dit bah ok, je m'en occupe pas et enfin il demande à l'Assemblée de se débrouiller eux-mêmes pour trouver un premier ministre, une coalition et en renvoyant la responsabilité à l'Assemblée. Et si ça marchait pas, à ce moment-là, il pouvait d'ailleurs dissoudre. Mais évidemment, c'est à l'inverse de la logique institutionnelle, c'est à l'inverse de sa pratique depuis 5 ans. Enfin, c'est Hmm. un changement de conception qui était impossible à avoir, je pense, pour lui, mais qui théoriquement était possible. Ouais, mais en fait, c'est vraiment l'idée que le président, il préside. C'est pas le décideur suprême, quoi. C'est. Et du coup, en fait, il préside, plus il gouverne, Ouais, plus il fait les petites annonces, plus il est ministre de tout, plus. ouais. Donc, d'abord, c'est humainement pas possible. D'un point de vue rationnel, c'est pas efficace. Et d'un point de vue démocratique, c'est immature, en fait. Hmm. Ouais, ouais. Ok, je vois. Donc l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, et je ne te dis pas qu'ils vont beaucoup mieux, mais d'une certaine façon, je trouve quand même que à la fois ils sont plus résilients. Bon, bah, voilà, Brexit, il a été voté démocratiquement. Là, je crois que tu as une majorité
Britanniques qui veulent revenir dessus, mais enfin, ils l'ont décidé. Bon, bah, ils s'y tiennent. Enfin, donc, si tu veux, il y a une plus grande maturité quand même. Puis ils se débrouilleront peut-être en étant complètement à l'extérieur. Enfin, je veux dire, c'est faisable, hein, la Suisse, après tout, est à l'extérieur. Bon. Mais tu vois, ils se tiennent à des choix démocratiques. L'autre grande blessure en France, ça a aussi été 2005. Ouais, Ça a été le non au référendum. Alors évidemment, Sarkozy avait mis le traité de Lisbonne dans son programme de 2007, mais encore une fois, du coup, c'est le problème d'un seul homme, c'est-à-dire que c'est un mandat forfaitaire global, c'est-à-dire que il peut mettre tout ce qu'il veut. Toi, t'es jamais d'accord avec tout ce qu'il veut, mais puisqu'il l'a mis, bah voilà, il se considère légitime. Et puis surtout, après, il se considère légitime à changer d'avis s'il veut sur les 5 ans. Et donc, c'est pas satisfaisant d'un point de vue rationnel et c'est immature d'un point de vue démocratique, ce mode de pensée. ouais. Hmm. Et puis ça pose du coup vraiment le problème de la légitimité, hein. Moi, je le vois constamment sur YouTube, la contestation, elle est toujours autour de mais Macron, il représente quoi? 13% des gens en Voilà. capacité de voter ou Et mais si en tu veux, fait, le on est lié programme, à ça, à la présidentielle, quoi. oui. Pas. Et si tu veux, le programme du gouvernement, en plus, son programme présidentiel était quasiment vide. Hmm. Bon, j'exagère un peu, mais malgré tout, il était quand même très largement vide. À la limite, un des seuls grands engagements, c'était la retraite à 65 ans. Je pense qu'il fallait pas faire tourner la question autour de l'âge pivot, mais enfin, qu'importe. Bon, disons-nous qu'il a été élu sur l'âge de 65 ans. En plus, il s'y est même pas tenu. Donc, si tu veux, il y a rien qui va dans cette histoire. Ouais. Et le programme de même de le changement de gouvernement ne correspond à aucune logique de rapport de force politique reflétant un rapport de force idéologique ou électorale dans la population. Pas Hmm. du tout. C'est Hmm. juste le fait du prince. C'est pas le résultat d'une élection, c'est pas le résultat d'un changement de force ou d'un changement de rapport de force politique. Ouais. Donc, alors voilà, peut-être que j'idéalise le régime par là, mais encore une fois, il y a qu'en France qu'à ce point-là, un seul homme puisse autant décider et simultanément soit aussi impuissant. Parce que le corollaire de cet hyper-présidentialisme, c'est aussi une impuissance. Enfin, si tu en es réduit à annoncer l'arrivée de prix plancher dont on n'a pas compris ce que c'était, enfin, juste pour faire plaisir, enfin, tout ça reste extrêmement cosmétique. Alors, c'est, c'est, C'est un c'est la spectacle. stabilité Hmm. au prix de petits changements cosmétiques. Bon, bref, ça fait un colosse au pied d'argile, en fait, cette histoire. Ouais. Oui, et puis c'est vrai qu'au final, il n'a pas un espèce de cap plus ou moins précis, parce que pour le coup, je trouve d'un point de vue stratégique, avoir un programme vide, enfin quand tu sais, il y a la séquence à France Inter où il disait ça sert à rien les programmes, il faut avoir un projet, enfin ou vendre un projet. Je pense que fondamentalement, le système actuel encourage à ça, et à mon avis, il a raison. Mais c'est juste que c'est dommage de ne Ah pas oui, d'un avoir un point de vue programme marketing. caché derrière. Enfin, Non, mais ouais, d'un point de vue marketing, il a raison. Mais enfin, la politique, c'est pas du voilà, marketing, en fait. c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais ouais, ok. Mais du coup, comment tu vois, toi, le libéralisme évoluer depuis que tu as commencé en France? Est-ce que tu vois, le mouvement libéral s'améliore, il se rétrécit, ce qui grossit? Et est-ce que tu es confiant pour l'avenir, tu vois? Est-ce que il nous faut la sixième République? Est-ce qu'il va falloir que les libéraux votent Mélenchon? Ah, la Euh, dernière question, c'est du troll, mais je sais plus si je sais pas si Mélenchon sera encore là. Et puis surtout, Mélenchon avait quand même pas mal de mérites du point de vue des libertés publiques, du point de vue des institutions en termes de thèmes. ouais, Après, sur la question institutionnelle, on est à peu près certain que derrière la Sixième République, il y a quelque chose d'encore plus jacobin, c'est-à-dire d'encore plus décentralisé qui ne va pas du tout, enfin, encore plus et centralisé, tu veux dire. quelque chose d'encore plus Ouais, centralisé, centré. à l'inverse de ce qu'on pense. Et puis bon, la convention qui propose, on ne sait pas ce que ça donne derrière. Et si tu vois, si on regarde même le fonctionnement démocratique ou non démocratique d'LFI, Ouais, mais après, ça, c'est une structure politique, en vrai. Moi, oui, je, moi, je trouve quand même que on c'est... reste sur quelque chose d'extrêmement charismatique et Ouais, je suis pas certain que Mélenchon s'impose à lui-même les propres contre-pouvoirs non écrits que De Gaulle s'imposait. Parce que, ok. et ben, je vais répondre à ta question après, mais Hmm. ça me fait penser aussi que, si tu veux, le surcroît de légitimité, le fait d'être élu au suffrage universel direct, à cela, De Gaulle s'opposait le fait s'il perdait un référendum, ce qui est fini par arriver, ou même qu'il perdait la majorité au Parlement. Il s'est même posé des questions dès mai 68.
avant de finalement reconvoquer, machin, de retrouver. Mais il s'est même dit, enfin, voilà, de partir en fait. Hmm. Mais sauf que c'est un contre-pouvoir non écrit en fait. Ouais, ouais. Ça marche parce que De Gaulle, bon, enfin, on peut contester tout. Moi-même, tu vois bien, je conteste Hmm. son choix délibéré, volontaire et ancien du référendum, enfin, du suffrage universel direct. Mais bon, c'était un gars globalement probe. Mais enfin, une constitution n'est pas faite pour marcher pour le gars probe sur lequel on tombe une fois tous les siècles. Enfin, Ouais, bah, c'est pas une c'est bonne pas. stratégie à long terme, quoi. Bon, après, sur l'avenir du libéralisme, bah, écoute, je sais pas, depuis 2017, ce que je me dis sur une analyse plus politique, enfin, court terme, contemporaine, Macron a été élu pas seulement pour cette raison-là, mais avec, et en tout cas dans le sillage de marqueurs libéraux. Je me rappelle de toutes les petites phrases 2015-2016 jusqu'au bouquin Révolution de 2016-2017. Il y avait énormément de choses sur pourquoi pas mettre fin au statut de la fonction publique, les 35 heures c'est une bêtise, la légalisation du cannabis pourquoi pas, la déchange de nationalité c'est une connerie. Donc une vision laïcité même libérale assez intéressante, plutôt Taubira contre Valls de l'époque. Bon, bah, tout ça qui formait quand même seulement par des marqueurs en réalité, mais un corpus doctrinal assez libéral, il faut le dire, et à 360 degrés, y compris sur les retraites, avec un système par points, qui n'était pas forcément génialissime, enfin qui était plus structurel, plutôt Ouais. intéressant que ce sur quoi on a finalement abouti. En fait, pas grand-chose n'est resté de ça, à part un peu la formation professionnelle, la PMA pour toutes, enfin pour prendre un truc éco, un truc et puis sinon, du bricolage comme n'importe quel gouvernement autre l'aurait fait, comme Hollande savait déjà le faire. Enfin, sur les retraites, n'importe quel gouvernement aurait fait à peu près la même chose pour repousser de quelques années le problème. Bah oui. Donc, À le la problème. prochaine élection. Mais le sujet, c'est qu'il y a eu en plus de Hmm. ça, une crise démocratique, gilets Ouais. jaunes, retraite, etc. Évidemment, l'écologie est plus puissante, il y a eu le coronavirus, il y a évidemment le contexte géopolitique Hmm. maintenant qui s'ajoute. Euh, et donc, en fait, là, j'ai bien peur qu'on soit en encore pire posture maintenant. En fait, que beaucoup de Français jettent avec Macron les idées libérales pour Hmm. lesquelles finalement Macron aura très peu bossé, tu vois. Donc ça, c'est une vraie inquiétude, parce que moi, c'est plus personnel, mais je vois une droitisation, printemps républicanisation et du paysage politique et de l'opinion, évidemment, et de l'intelligentsia, ou en tout cas des influenceurs, enfin des grands leaders d'opinion en France, Ah bon? qui Ok. vont pas, qui vont, à mon sens, pas dans, Hmm. parce qu'on est quand même dans une course à l'échalote ah bah oui, du coup, on va interdire la baya parce que c'est ce que les gens Ouais, ouais, demandent, non, mais... Ouais, c'est ouais, des trucs, on va interdire l'expression steak végétal parce que, enfin, ça veut dire des trucs extrêmement cosmétiques qui sont foncièrement illibéraux dans le raisonnement, en plus, pour moi. Après, je peux comprendre, enfin, je suis pas un abruti, je peux comprendre, mais ces décisions-là sont extrêmement cosmétiques, extrêmement communicationnelles, ne changent rien au schmilblick et sont dans une lecture, dans une grille de lecture libérale politique, de liberté publique, etc., absolument liberticide et contre-productive. Donc non, je suis ouais. extrêmement inquiet. Après, je pense que si tu veux, Macron, en plus, a braqué la deuxième gauche d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait autant que ce qu'aurait pu faire un Strauss-Kahn, que ce qu'aurait pu faire un Rocard avant, parce que je crois qu'il faut quand même constater qu'il n'avait pas une colonne vertébrale intellectuelle incroyable et qu'il n'y avait pas eu un travail sur les idées, enfin une vision claire d'un certain nombre de choses qu'il aurait pu imposer. Finalement, il a fait du mauvais populisme au lieu, et même pas tellement bien du technopopulisme, tu vois, Hmm. parce que pas certains non plus d'une propre vision qu'il aurait. Non, ouais. Donc, il a braqué la deuxième gauche et les machins. Le centre droit, je ne sais pas ce qu'il deviendra. Donc, politiquement, je ne sais pas. Après, ce dont je suis certain, c'est que euh, quel que soit le régime politique, ça fonctionne par alternance. Donc, ça finira par revenir. Et l'enjeu à 5 10 ans, en tout, peut-être pas avant, mais à 5 10 ans, c'est de former des cadres, enfin, c'est de continuer à pousser des idées dans le débat public Hmm. et de façon métapolitique, c'est-à-dire pas complètement corrélé ni à l'agenda médiatique ni à l'agenda politique. Quelque chose de plus global, un mouvement davantage de fond. Voilà, mais après, si je reprends un certain nombre de choses, j'ai du mal à voir qui
bah, toi, qui, je suis obligé de penser au prochain président. C'est là qu'il y a quand même un problème, tu vois. Ouais. Comme tout le monde, je pense comme ça. Parce que si je pensais aux partis politiques, c'est un peu plus Non, non, mais moi, différent. je te parle en général, tu vois, pour le Non, non, mouvement. mais je Mm, finis, mais je me mm. dis qui demain, ou quel parti, ou quelle surface programmatique va porter, j'en sais rien, un peu de capitalisation sur les retraites, plus de parlementarisme, un vrai projet de décentralisation, plus d'autonomie pour les établissements scolaires, la légalisation du cannabis. Bon, bah, franchement, ça n'a à peu près rien d'évident. Si je prends les trois mouvements attrape-tout, Ouais. enfin, Ouais, au centre, à l'extrême droite, à l'extrême gauche, je retrouve à peu près pas mes petits ni dans les lignes de force, ni dans. Bon, après, il y a de bonnes déclarations sur certaines thématiques, d'un Édouard Philippe, d'un David Lisnard, euh, d'un Olivier Faure, même, pourquoi pas, tu vois. Mais ce qui est plus intéressant, parce que du coup, ces gens-là se rattachent, enfin, ont une plus grande culture intellectuelle, théorique, quelque chose d'un peu plus solide, donc ce serait mieux que rien. Euh, Après, c'est voilà. peut-être l'âge des technocrates hein, maintenant. Hein. C'est fini les littéraires qui. Ouais, je sais, Tiens. je sais pas. Pourquoi on avait tant de littéraires que ça là? Non, mais tu vois, je sais pas si. Moi, j'ai l'impression quand même que sur le libéralisme, le bagage, tu vois, nécessaire pour y rentrer est plus aussi exigeant que c'était à l'époque. Et j'ai l'impression que c'est un peu vrai pour toutes les formes de militance un peu partout. Et du coup, il y en a beaucoup qui viennent avec enfin, des points de vue utilitaristes en fait très poussés. Quoi. C'est qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser les sciences pour calculer des trucs et trouver en moyenne ce qui est le mieux. Ah oui, Et mais si tu veux, c'est même pas ce qu'on fait là en ce moment, ce que le gouvernement fait en ce ouais. moment, c'est à la fois du mauvais techno Mm. et, à- et du point de vue de la simplification, si tu veux, de surconditionnaliser l'obtention du RSA à 15 heures d'activité. Mais enfin, je trouve ça incroyable, c'est tout l'inverse d'un projet de simplification. Ouais. Admettons même, alors en plus on pense l'inverse, mais admettons même que ce soit une bonne idée. Donc ça veut dire que en plus ça marche comment? Donc une entreprise, des entreprises vont accueillir quoi un jour sur deux, un jour sur trois. Bon déjà tu as des coûts organisationnels pour les entreprises elles-mêmes. J'imagine qu'il y a un peu de Non, mais je pense paperasse. que ce qui va se passer, c'est que tu vas fabriquer une association, dire que tu donnes 15 heures de ton temps par semaine à cette association, et puis tu vas. Oui, mais ouais, alors oui, bon, voilà, ou comme ça, ou qu'importe. Mais du coup, mon point, c'est Ouais. que si tu passes une loi, il faut qu'elle soit. Bah, si c'est une loi, c'est une loi. Donc Mm. elle est rigide, faut qu'elle soit. Elle a vocation à être Ouais, appliquée. Sauf ouais. qu'elle n'est pas applicable, ou alors pour qu'elle soit vraiment appliquée, ce qui est le but de la loi, ce qui est le but d'une parole et d'un acte politique crédible au passage, au moment où on dit que justement il y a une crise de la confiance. Eh ben, ça veut dire qu'il faut mettre des structures pour vérifier que les bonhommes font bien leurs 15 heures. Mais le coût est astronomique. Donc, Mm. si tu veux, en fait, ça va coûter encore plus cher que la raison pour laquelle on le fait en escomptant une diminution de la charge et avec une moralisation c'est parce que les gens cherchent pas suffisamment du travail ou que, enfin, c'est tout l'inverse d'une simplification, tout l'inverse d'une politique sociale et en bon gestionnaire même de la dépense publique, c'est tout l'inverse d'un truc qui va réduire la dépense Mais publique. est-ce qu'ils font des études d'impact ou c'est vraiment juste démagogique, ce genre de mesures ou. Du coup, la question se pose vraiment de savoir si idéologiquement ils sont convaincus qu'un mec au RSA est un branleur euh, ou s'ils font du techno-populisme, c'est-à-dire Mm. une petite mesure pour répondre à une demande dite populaire, parce que, j'en sais pas rien, il y a peut-être plus de la moitié des Français qui trouvent qu'il y a de l'assistanat, que c'est un problème, etc. Mm. Ok. Ouais. Ouais, C'est avant. pas Jojo, donc c'est pour ça que moi j'aimerais qu'on revienne à des partis politiques avec des surphrases programmatiques un peu plus solides intellectuellement, avec un peu plus de vécu de ces hommes politiques-là, et qu'il y ait effectivement un peu un joyeux bordel à l'Assemblée, que les gens soient obligés de faire des coalitions. Si un gouvernement ne peut émerger que d'une coalition,
bon, bah, mine de rien, on va finir. Enfin, je vois pas pourquoi on n'y arriverait pas comme les Belges finissent par y arriver, même après des mois et des mois sans gouvernement, Hmm. ou que les Allemands. Enfin, je vois pas qu'on serait tellement débilos en France et, Non, mais on est euh, exceptionnel. et dépendant d'une figure charismatique et qu'on n'arrive pas, comme tout le reste du monde, enfin, j'exagère, mais du monde occidental libéral, à fonctionner sur une logique de compromis. Hmm. Hmm. Euh, c'est peut-être aussi un moyen de casser cette verticale de l'étatisme, en fait, cette colonne vertébrale de l'étatisme très française. C'est aussi un moyen d'en finir avec la prépondérance d'un chef, de la prépondérance de l'État. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte aussi que c'est par nos votes, par des mouvements contradictoires d'idées, de programmes, que, ben, bon an, mal an, on opère des décisions. Et ça casse la mystique de l'État, très française. Après, moi, je Euh, pense que c'est un résultat. Enfin, les Français, ils ont l'air de vouloir ça. Mais bah oui, mais oui et non, parce que malgré tout, la Troisième République, elle est foncièrement plus libérale Ok. d'un point de vue institutionnel. Elle est plus libérale aussi, parce qu'elle met en place les grandes lois libérales. Bon, elle est plus libérale parce qu'il y a évidemment des niveaux d'imposition beaucoup plus faibles, etc. Mais enfin, le tournant de la fin 19e, début 20e siècle, la France est en fait beaucoup plus libérale, Ouais. formellement parlant. Euh, et surtout, on n'élit pas le président directement. Enfin, les gens sont habitués, il n'y a pas une demande incroyable. Donc, j'ai l'impression qu'on a reconstitué euh, au détour du général de Gaulle qui s'est imposé de façon un peu particulière dans l'histoire de France. On a reconstitué avec lui, et tel qu'il le pensait, un imaginaire qu'on avait perdu. Mais je pense pas que, j'en sais rien, mais je crois pas que dans les années 10, 20, 30, les Français demandent à un chef. Hein, il y a toujours eu des mouvements un peu poujadistes, etc. Mais enfin, c'est pas une demande populaire forte. Et j'en veux quand même pour preuve que le référendum de 1962, quand De Gaulle demande aux Français, voulez-vous élire à partir de maintenant le président au suffrage universel direct, le taux de participation est extrêmement faible par rapport au taux de participation habituel aux élections, d'une part. Je crois qu'il n'y a même pas la majorité du corps électoral qui a répondu oui. Alors tu me diras, c'est la logique du mauvais perdant, ou etc. Hmm. qui dit ça, mais malgré tout, on n'est pas sur un taux de... Enfin, les gens sont pas allés comme un seul homme se dire, ah, c'est génial, on va voter pour ce truc parce qu'on veut les lire directement. Non, c'est en plus, c'est Gérald de Gaulle lui-même qui convoque ce référendum, et tous les intellectuels, tous les partis politiques sont contre, et il n'y a pas une effervescence populaire non plus. Et il faut se Ouais, mais rappeler que après, le à présidentialisme l'époque, et il fait le l'étatisme. coup de et si vous votez non, je me tire. Ouais. Donc en plus, il y a toujours ce chantage-là. Hmm. Donc moi, je conteste, mais ça reste une hypothèse, mais je conteste que c'était une volonté et une demande populaire. Et en revanche, ben, 50 ans, 60 ans plus tard maintenant, Ouais. on s'est convaincu que c'est parce que la France a toujours fantasmé le roi qu'elle avait perdu, etc., Ok, ouais. etc. On refait le. Mais je ne crois pas qu'on se disait ça, en fait, il y a 60 ans, il y a 50 ans, pas du tout. Hmm. Et donc, je pense qu'on a fait une régression démocratique en l'espace de 60 ans sans s'en rendre compte culturellement. Ok, ok, ok. Juste avant de passer à une dernière question, je voulais juste qu'on parle de l'Europe vite fait. Comment tu penses? Est-ce que les élections européennes, tu trouves que c'est une méthode bien, le fonctionnement européen? Ou qu'est-ce que pense GL de ça? On Tu n'a vois, qu'est-ce jamais que vous tellement... voudrez un Ouais. peu plus peut-être voir qu'il n'y aurait pas ou Pardon? qu'est-ce que vous préféreriez si c'est pas si l'Europe est pas aussi bien? Ah, Enfin, si il y a des... Non. on n'a pas plus que ça travaillé sur la question européenne d'un point de vue institutionnel. Donc, Hmm. on est classiquement, évidemment, pro-européen, mais on n'a jamais, si tu veux, en fonction de nos experts, enfin, il y a des gens qui s'intéressent au fédéralisme, etc. Donc, enfin, on est pro-européen, Hmm. mais on n'a jamais publié davantage que ça de choses. Sinon, il y a très longtemps, mais j'étais pas là, quelque chose pour défendre le statut de l'auto-entrepreneur européen, quelque chose sur le travail détaché, des choses sur le protectionnisme. On avait publié un recueil pour les précédentes européennes en 2019 qui s'intitule Europa, dépasser le nationalisme, avec un recueil ouvert de contributions, mais assez général.
Non, après, par définition, à institution constante, il y a un certain nombre de sujets qu'on porte, comme la tarification carbone. Je pensais à la cause animale, parce que ça, c'est deux sujets dont j'ai un peu parlé tout à l'heure et pour lesquels on va publier des rapports cette année. Par définition, c'est des choses qui devraient se mettre au niveau européen. Euh, bon, la propriété privée des données personnelles qui reste très théorique, parce que le saut technologique et juridique est considérable, mais ça serait aussi à une échelle européenne qui voudrait faire ce genre de choses. Après, je pense que notre système français, tellement tourné autour du président, fait qu'on ne comprend pas, ça n'aide pas à comprendre le système européen, qui est probablement plein de défauts, mais qui est pas aussi illibéral que les Français veulent bien, que beaucoup de Français veulent bien se persuader qu'il l'est. C'est juste qu'ils comprennent pas comment ça marche. Hmm. Et d'ailleurs, ça se voit dans les logiques même des partis politiques. En fait, le sujet même du résultat des élections de 2022, c'est pas la répartition proportionnelle au niveau français, c'est la répartition proportionnelle agrégée de l'ensemble des votes qui comptent. Donc, Hmm. que le Rassemblement national ou je sais plus comment il s'appelle, Renaissance en marche, je suis fatigué, je sais plus comment s'appelle ce truc. Bon, bah, que le premier, enfin, que l'un ou l'autre arrive premier à 5 ou 10%, machin, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner, en fait, la projection finale au Parlement, Oui, oui. euh, en termes de groupe. Hmm. Mais comme c'est un mode de scrutin qu'on ne connaît pas, euh, après, en réalité, le mode de scrutin, de ne pas élire le président directement, le coût à la proportionnelle, y compris avec une prime majoritaire pour le premier parti, etc., c'est le mode d'élection de nos maires. Hmm. C'est-à-dire que les Français sont attachés à la figure du maire. Mais en France, on n'élit pas le maire au suffrage universel direct. On élit des listes. Ouais. C'est des scrutins de listes. C'est juste qu'il y a une tête de liste et qu'en général, la tête de la liste qui arrive première devient le maire. Mais c'est en fait le conseil municipal qui élit le maire. Hmm. Et ça marche bien. Ben Ouais. moi, ce que je dis, c'est qu'il faut transposer ça, pour être un peu schématique, modulo plein de trucs, il faut transposer ça au niveau national. Mais si tu veux, bah, oui, la répartition, commission, etc. Non, enfin, en tout cas, nous, on n'a pas de position là-dessus, on n'a pas spécifiquement travaillé au niveau européen là-dessus. Ok, ok. Bah écoute, je pense qu'on va arriver au bout là. Je te propose, parce que j'aime bien en général, de terminer par une question sur quels sont les livres relativement récents que tu conseillerais pour qui sont en rapport avec les discussions qu'on a eues éventuellement. Bah, en fait, je regarde mon bureau devant moi là parce que je voulais écrire un truc sur l'IVG. Je vais prendre un des plus récents et un de nos. Bah, d'abord, si, attends, est-ce que je l'ai là? Je vous conseille de lire le recueil que Génération Libre a publié fin décembre, début janvier sur les 40 ans, enfin, pour les 40 ans de la mort de Raymond Aron. Donc, c'est un Mhm. recueil de diverses contributions pour essayer de reprendre ce que disait Aron et éclairer les enjeux contemporains. Et sinon, un des livres qui est publié pareil en décembre de Daniel Borillo, qui est un de nos experts qui a publié beaucoup avec nous sur la GPA, sur la fin de vie, sur le travail du sexe, et qui a réécrit un ouvrage qui reprend un peu tous ces combats depuis longtemps et qui s'appelle La morale ou le droit. Et où il distingue justement droit et morale. Et en fait, ça recoupe un sujet assez fondamental pour moi, enfin, qui a expliqué mon engagement, alors pas dans un parti, mais mon engagement militant pour des idées libérales, et qui est de distinguer ta morale personnelle de ce que dit un cadre légal. Mhm. Et, et ben, enfin, je pense aussi aux lettres luthériennes de Pasolini, parce que j'étais en train de les relire justement à propos de l'avortement. Pasolini disait, moi, je me suis prononcé contre l'avortement, mais pour sa légalisation. Et je pense que c'est un bon moyen de résumer ce que doit être une approche libérale, politique, en droit, notamment des modes de vie, mais aussi économique d'ailleurs, qui est tes propres préférences personnelles, tes propres choix moraux, religieux ou pas religieux, euh,
toi-même, d'ailleurs, t'es pas complètement au clair sur ce que tu penses être bien ou mal dans la vie, dans ce que tu consommes, mais à énormément de points de vue. Est-ce que faire du sport, viande, pas viande, les drogues, ce que tu veux, tu t'en as jamais fini de te poser des questions, et même sur les modes de procréation et autres. Et c'est normal, on est des êtres humains. Donc l'enjeu, c'est juste d'arriver à un petit dénominateur commun dans le droit pour s'assurer du consentement des individus, du consentement dans les contrats. Et c'est pas une chose facile à faire. Sur la fin de vie, c'est pas si simple que de tu vois, sur l'aide active à mourir, c'est pas si simple. Bon, ça se comprend. Sur l'euthanasie directement, même si de façon contractuelle, tu as dit à l'avance que quand tu seras complètement inconscient, tu es OK pour qu'on mette fin à tes jours. Bon, c'est des choses qui sont pas si évidentes que ça, mais comment est-ce qu'on trouve le plus petit dénominateur commun en laissant chacun décider pour lui-même? Et donc, tu peux considérer qu'il y a enfant dès qu'il y a fécondation et simultanément considérer que la meilleure façon qu'on ait de réguler les interactions humaines, c'est le principe de la propriété de soi et donc de laisser la femme décider jusqu'au terme, enfin, même si médicalement en général c'est pas indiqué, d'avorter par exemple. Donc de distinguer les deux et pareil, ce que je disais tout à l'heure, de laisser chacun décider de son mode de fin de vie, de la temporalité de sa fin de vie, de recourir à une PMA, une GPA ou pas, de tarifer une prestation sexuelle, voilà, seulement en s'assurant du consentement, de librement de vêtir aussi. Voilà. Ok, Donc, un très bon petit ouvrage, La morale ou le droit, Daniel Borillo. Voilà. ok, top. Bah, écoute. Ah ouais, mais du coup, ouais, ça marche pas à l'écran, mais bref, c'est Si, je pense. Moi, en tout cas, je l'avais vu je le vois bien en écrit. T'as miroiré, donc c'est bon. C'est bien un miroir. ok. Bah écoute, je te remercie. Bah non, merci à toi. Et je suis content que ça se soit fait. On est finalement arrivé, tu vois. Fallait Ouais. pas désespérer. Bon, ok, allez, je te remercie. Ciao. Et voilà, c'est la fin de cette discussion. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Moi, en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à avoir cette discussion avec Christophe, que d'ailleurs je remercie chaleureusement. Et c'est tout pour aujourd'hui. Donc, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.